Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Emmanuelle Magny. Je suis médecin gériatre à la Pitié-Salpêtrière. Ce soir, on va faire quelques vignettes cliniques sur les pièges en gériatrie à l'ECN et dans la vraie vie. Ce soir, avec nous pour le chat et nous modérer, ça sera le docteur Emmanuel Laurisson, que ceux qui sont inscrits à la Conf Cartesia connaissent déjà, qui est aussi médecin gériatre, chef de service à Créteil, à l'intercommunal de Créteil. Alors, voilà. Juste un petit mot sur Cartesia. Cartesia, c'est comprendre ce que l'on en prend pour ancrer ses connaissances durablement. Donc, c'est un format de conf un petit peu original. Il se présente sous plusieurs modèles si vous souhaitez vous y inscrire. Il y a un programme de préparation qui est complet. Et là, c'est toutes les spécialités. Vous avez des cours, vous avez des entraînements à la LCA, des vidéos en direct, mais aussi des focus synthétiques qui sont préenregistrés. Les spécialités transversales qui sont abordées par la conférence Cartesia sont la gériatrie, donc ma spécialité, l'hématologie, les malymphes, la médecine interne, l'anesthésia, l'endoc, la pède, la santé publique, la médecine du travail. Vous avez sinon le programme aux spécialités d'organes, donc là c'est cardio, neuro, néphro, pneumo, hépato. Et je vous laisse voir sur le site pour le détail pour les frais d'inscription. Donc nous, ce soir, on va parler des pièges en gériatrie via des petites vignettes cliniques. Avec le lien Facebook, vous ne pouvez pas enregistrer vos réponses en direct comme c'est le cas quand c'est un live et que vous êtes inscrit à la conférence. Par contre, vraiment, j'ai quand même des petites questions pour essayer de vous faire réfléchir et que vous réfléchissiez à vos réponses parce que c'est quand on se trompe ou quand on pense en fait avoir bon qu'on fixe nos idées. Donc n'hésitez pas à vraiment vous mettre en condition et à essayer de répondre avec moi. Je vais d'ailleurs vous mettre un petit timer quand il y aura des questions. Donc voilà, essayez de vous prêter au jeu et vous allez voir, c'est comme ça qu'on va fixer les idées. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas via Emmanuel, elle me les fera remonter via un chat. Donc c'est quoi un dossier gériatrique à l'ECN? Un dossier gériatrique à l'ECN, ça va être une personne âgée avec plusieurs antécédents qui vont avoir pour vocation à décompenser. Donc il va bien falloir, dans votre dossier, aller rechercher tous ces antécédents, les lister. Ça va être quoi? Plusieurs traitements. Et à chaque antécédent, un traitement, à chaque traitement, un antécédent. Et chacun de ces traitements vont avoir des effets secondaires, inattendus ou attendus, qu'il va falloir connaître pour les principaux. Et aujourd'hui, on va vraiment beaucoup axer nos vignettes cliniques sur cette iatrogénie, parce que c'est très transversal de vous glisser des médicaments dans un dossier. Il faut savoir qu'il y a des facteurs qui sont prédisposants à certains grands syndromes gériatriques et on adore, nous les gériatres, vous glisser des facteurs prédisposants de chute et de confusion qui sont hyper faciles, très bien listés dans les recommandations HAS. Et ensuite, vous mettre les facteurs déclenchants et très facile de vous faire des questions. Quels sont les facteurs prédisposants? Quels sont les facteurs déclenchants? Donc apprenez bien vos tableaux HAS, c'est hyper important. C'est des questions très très bateaux. Le malade va se présenter avec des pathologies aiguës qui vont faire probablement des décompensations en cascade avec ses antécédents, ses traitements prédisposants et déclenchants. Et vous allez rajouter des nouveaux traitements. Donc il va falloir bien peser la balance bénéfice-risque, on va le voir dans quelques vignettes cliniques. Et également les effets secondaires attendus, les interactions avec les médicaments qui sont déjà en place. Les mots-clés de la gériatrie, ça c'est pour votre vie future, c'est faire manger les malades, faire marcher les malades et toujours anticiper le retour à domicile. D'accord? Un malade en gériatrie à J1, on doit savoir quel est son projet thérapeutique. L'objectif en gériatrie, donc notre spécialité, elle n'est pas très sexy parce qu'on pense qu'on maintient en vie des sujets âgés de 90 ans et ça coûte cher à l'État. Pas du tout. C'est un sujet âgé bien pris en charge par un gériatre. C'est l'objectif autonomie et qualité de vie. D'accord? C'est pas de faire subsister des petits légumes, c'est d'avoir des personnes âgées avec leur pathologie à domicile avec la meilleure qualité de vie possible. Désolée, à chaque fois, ça revient au début. Je vais faire comme ça. Il faut absolument que vous connaissiez, dans un raisonnement de dossier gériatrique, le modèle de Bouchon, le +1 + 2 + 3, qui a été publié en 1984. C'est pas si vieux que ça, c'est une spécialité assez jeune, la gériatrie. Nous avons le 1, qui est le vieillissement physiologique des organes. Nous avons le 2, qui est la maladie chronique, qui va se surajouter. Et nous allons avoir le 3, qui est la maladie aiguë. Avec le vieillissement physiologique, on n'est pas malade, on ne descend pas sous ce seuil de pathologie. Par contre, quand on a une maladie chronique qui vient se surajouter,
on peut aller plus vite sous ce seuil. Et alors là, si on a le facteur déclenchant, patatras. Typiquement, c'est vieillissement cardiovasculaire, j'ai l'insuffisance cardiaque pour X raison, je suis infectée, je passe en FA parce que mon cœur est déjà fragilisé. Ça, c'est un modèle qui est applicable dans absolument tous vos dossiers de gériatrie et c'est très important d'avoir compris le grand concept de ce modèle plus 1 plus 2 plus 3. La gériatrie, ce qui est difficile, c'est cliniquement l'interrogatoire, d'accord? Dans la vraie vie, et alors à l'ECN, on vous glisse les choses qu'on veut que vous ayez relevées, mais dans la vraie vie, il faut toujours savoir qu'interroger une personne âgée qui est confuse ou qui a des troubles neurocognitifs majeurs, ça ne va pas être pertinent et ça ne va pas vous aider dans la prise en charge. Donc il faut savoir s'aider de la famille, des aidants, du médecin traitant, des ordonnances. Il faut être un peu de Sherlock Holmes et aller rechercher donc dans le dossier pour l'internat et dans la vraie vie, essayer d'aller vraiment rechercher tous les antécédents, tous les traitements, l'histoire de vie et qu'est-ce qui amène le sujet âgé aujourd'hui aux urgences et pas il y a 45 ans, j'ai eu ma prothèse, depuis j'ai mal, on s'en fiche. Aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui l'amène? Oui, non. L'examen clinique d'un sujet âgé, c'est toujours difficile. Il ne faut pas hésiter à les déshabiller et essayer de les mettre debout. Ça vous donne beaucoup d'informations sur l'état général de votre sujet âgé. Il ne faut pas oublier qu'un sujet âgé, c'est une atypie sémiologique, hein. Donc, dans les dossiers, on peut vous glisser ça sans aucun problème. Il faut le connaître. Il faut savoir qu'un sujet âgé, en présence d'une infection, peut ne pas avoir de fièvre, hein. Les mécanismes de défense, on reviendra dessus, ne sont pas les mêmes. Il faut savoir que l'insuffisance cardiaque chez le sujet âgé peut se présenter sous forme de sibilants bilatéraux, hein. Donc, on ne devient pas asthmatique à 80 ans, on n'oublie pas. Ça peut être juste une toux sèche, ça peut être juste une asthénie, hein. Je suis très fatiguée, mais en fait, c'est parce que je suis en décompensation cardiaque globale. Ou ça peut être aussi de l'anxiété, hein. Il faut savoir qu'avoir de l'eau dans les poumons pour la respiration, c'est anxiogène. On peut ne pas avoir de douleur dans le syndrome coronarien aigu, donc vous apprenez, le diabétique ne peut ne pas avoir mal, le sujet âgé c'est pareil. Il y a vraiment une atypie de la présentation du SCA, donc il faut vraiment avoir le CG facile. L'absence de douleur ou de contracture abdominale sur un abdomen chirurgical, hein, donc il ne faut pas être étonné d'avoir un abcès perforé avec un abdomen parfaitement souple, hein. C'est fréquent dans la vie de tous les jours et dans un dossier, ça peut être la même chose. Il faut se rappeler que la confusion, ça va être la présentation clinique de tout, qu'une chute peut être la présentation clinique de tout. De tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, quand on veut un sujet confus ou un sujet chuteur, il va falloir vraiment mener votre petite enquête sur voilà, ces antécédents, les traitements, les facteurs prédisposants, les facteurs précipitants dont je vous ai parlé plus haut. Et dans les dossiers chutes, il faudra toujours chercher quelles sont les causes de la chute et les causes graves, neurocardio, quelles sont les conséquences de la chute, d'accord? Et notamment avec des sujets de traumato où on peut vous glisser un col, un poignet ou les ostéoporoses et les choses comme ça. Il n'y a pas de valeur du pli cutané dans les déshydratations, hein, ils sont tout fripés, nos sujets âgés. Et il faut savoir que dans l'atypie sémiologique, on y reviendra un petit peu plus tard, qu'il y a une forte fréquence des bactéries asymptomatiques, c'est-à-dire des BU positives en l'absence d'infection urinaire. Quelques vignettes cliniques sur les pièges à la biologie. Vous avez Colette, elle a 88 ans. Elle se présente aux urgences pour une asthénie. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, asthénie, hein, ça peut être la présentation de l'insuffisance cardiaque. Ce n'est pas le propos ici, mais il faut absolument, quand vous lisez les dossiers, qu'il y ait des choses qui montent en vous. Elle vit toute seule. Elle n'a pas d'enfant. Elle est au 3e sans ascenseur. Elle n'a pas de médecin traitant, mais elle est parfaitement autonome et vous assure que son seul antécédent, c'est de l'arthrose. Dans son traitement, elle prend de l'ibuprofène à la demande. Vous avez ce dossier à l'internat, comment est-ce qu'on le décortique? Elle est fatiguée, asthénie. On a dit un suicide d'insuffisance cardiaque, juste au-dessus. Mais on réfléchit, est-ce qu'elle a les autres de l'altération de l'état général? Anorexie, asthénie, amaigrissement. Elle vit toute seule, elle n'a pas d'enfant. Elle est isolée. Et qu'est-ce qui est un facteur de... L'isolement, c'est un facteur de risque de quoi dans vos dossiers? De dénutrition, d'accord? De dépression. Donc, il faut le savoir. Et ça peut être aussi un bon indice sur, OK, quel est son entourage à domicile? Comment vit-elle quand elle va rentrer? Comment ça va se passer? 3e sans ascenseur, et si elle descendait les escaliers en arrivant, avant d'être hospitalisée, et quand elle rentrera, il faudra qu'elle sache remonter ses escaliers. D'accord? Ça, c'est pour le côté autonomie de votre sujet. Pas de médecin traitant. Alors, quand on a 30 ans, pourquoi pas? Quand on en a 88, pas vraiment. Ça veut dire qu'en fait, cette dame, elle n'a pas de suivi. Donc, elle n'a pas d'antécédent, mais parce qu'elle n'a pas de médecin. D'accord? C'est comme ça qu'on veut l'interpréter, le pas de médecin traitant. Et il faut trouver un médecin traitant pour nos sujets âgés à la sortie, c'est très important. Quand on vous glisse l'arthrose, il faut que vous pensiez à, OK, elle a de l'arthrose, est-ce que ça lui fait mal? D'ailleurs, tiens, elle prend un AINS à la demande. Elle a de l'arthrose, est-ce qu'elle a des déformations de cette arthrose avec des coxarthroses qui peuvent être invalidants et qui peuvent être un facteur de risque de chute? C'est ça qu'il faut réfléchir quand vous lisez arthrose dans un dossier. D'accord? Quand vous lisez AINS dans un dossier de sujet âgé,
la chose que va vous faire dire un gériatre, c'est de l'arrêter et de penser à est-ce que je ne saigne pas sur cette prise d'AINS ou quel est l'état de mon rein. Aux urgences, donc, vous avez Colette qui se présente sur asthénie. Cette patiente est consciente, elle est désorientée dans le temps, mais pas dans l'espace. Elle a une tension à 160/90, une fréquence cardiaque à 110, une saturation à 97%, une température à 36,8, un poids à 44 kg pour une taille de 155 cm. Vous lui faites un ECG, je vous ai dit, en gériatrie, on a l'ECG facile. Elle est en tachycardie sinusale. Oh, je suis désolée. Quelles sont là ou les causes de tachycardie sinusale dans ce dossier? Donc là, je vais vous mettre un petit chrono. Si j'y arrive, parce que, hop. Et je vais vous laisser réfléchir. Est-ce que la prise d'ibuprofène peut être la cause de cette tachycardie sinusale? Est-ce que la douleur d'arthrose peut en être la cause? Est-ce que ça peut être une hypothyroïdie? Est-ce que ça peut être une déshydratation? Ou est-ce que ça peut être l'anxiété? Donc, prêtez-vous au jeu, réfléchissez, essayez de répondre sur un petit papier ou via le chat. Donc non, la prise d'ibuprofène ne peut pas donner de tachycardie sinusale chez le tout venant. On va voir après les complications qu'il pourrait le donner. Donc la douleur, oui. L'hypothyroïdie, non. C'est plutôt l'hyperthyroïdie. La déshydratation, oui. Et l'anxiété, oui. Quelles sont les causes de tachycardie sinusale qu'il faut connaître dans la vraie vie à l'ECN? Donc évidemment, en tête de file, une embolie pulmonaire, la fièvre, l'anémie, la déshydratation ou l'hypovolémie, une hyperthyroïdie plus que l'hypothyroïdie, l'intoxication alcoolique, le fait d'avoir pris de l'alcool, ou le sevrage, une grossesse, pas trop dans un dossier de gériatrie, mais je vous le remets quand même, la douleur, l'anxiété et les médicaments. Donc, un sevrage en bêta-bloquant peut donner une tachycardie sinusale ou les médicaments atropiniques. Vous demandez une biologie à Colette et vous retrouvez une hémoglobine à 6,8 g par décilitre et un VGM à 78. Ses leucocytes sont à 8000, ses plaquettes à 450 000, une créate normale à 80 micromoles par litre, une urée à 10 et une CRP à 5. Quels sont les éléments vrais concernant une potentielle transfusion chez Colette? C'est une urgence vitale. Il faut lui mettre du furosémine entre les culots pour éviter l'œdème aigu pulmonaire. Son seuil de transfusion est à 8 g par décilitre. La transfusion n'est pas nécessaire chez Colette, où il faudra veiller à faire cette transfusion lentement. Donc non, ce n'est pas une urgence vitale, parce qu'elle n'a pas de signe de mauvaise tolérance. Le plus probable, c'est que Colette, en fait, elle n'a pas trop de médecins. Elle n'a pas vraiment fait prise de sang récemment. Elle boulotte son ibuprofène gentiment mais sûrement pour cette douleur d'arthrose. Et probablement que c'est une anémie microcytaire un peu chronique. Le furosémine entre les culots n'est pas systématique chez le sujet âgé. C'est l'évaluation clinique qui prime, d'accord? Donc on ne fait pas 2 culots, furosémine entre les deux et on se débrouille. Non, il faut réévaluer les personnes à qui vous faites des transfusions. Le seuil transfusionnel, je vous ai remis les recommandations de l'HAS. Les seuils recommandés chez le plus de 80 ans, c'est 7 grammes en l'absence d'insuffisance cardiaque ou coronarienne de mauvaise tolérance, 8 grammes chez les patients insuffisants cardiaques ou coronariens et 10 grammes en cas de mauvaise tolérance clinique. D'accord? Ça, ce sont des seuils transfusionnels 7 et 8. L'objectif, c'est vraiment que le patient soit le plus haut possible à terme. Mais on verra que ce n'est pas forcément le culot qui répond à cette question. D'accord? Évidemment, il est écrit sur la recommandation HAS, pas de diurétique en systématique. C'est écrit vraiment noir sur blanc. Il faut commander vos culots un par un et pas prescrire à la 6,8, j'en prends 3 et on verra. Et il faut évidemment, pour la tolérance clinique, les passer lentement. L'anémie microcytaire à l'ECN, c'est assez facile. Il n'y a pas beaucoup de causes. Donc, c'est la carence martiale. Ça peut être une anémie inflammatoire. Ici, je vous avais glissé une CRP à 5, donc ce n'était pas vraiment ça. Ou les thalassémies.
Colette, finalement, quand on reprend le dossier, c'est ça que je voulais vous glisser en petit piège de « j'ai pas de médecin traitant, je mange toute seule mes anti-inflammatoires », c'est un saignement occulte sous anti-inflammatoire et une anémie qui était lente, d'accord? La conduite à tenir chez Colette, ça sera d'arrêter ses anti-inflammatoires non stéroïdiens, de lui commander des culots globulaires. Dans la vraie vie, très sincèrement, on en aurait commandé un, on aurait passé un puis un. La chaise vous dit vous en commandez un et vous réévaluez. Il n'y a pas d'urgence absolue à les mettre en place parce que finalement, elle était juste fatiguée, son ECG était normal, elle était juste un petit peu tachycarde, elle n'était pas hypotendue, il n'y avait pas de signe de syndrome coronarien aigu. Vous lui ferez une ferritine pour bien vous assurer de la carence en fer. Vous lui demanderez une fibroscopie pour vérifier qu'elle n'a pas l'ulcère. Et ensuite se discutera en fonction des résultats de la fibroscopie l'exploration d'autres signes de saignement. Donc à l'interrogatoire, à l'examen clinique, on n'oublie pas l'examen gynécologique. Même si on a 88 ans, on peut avoir un cancer de l'endomètre. On discute la coloscopie, la vidéocapsule, etc. Là, ce n'était pas spécialement le propos. Les petits pièges de l'anémie chez le sujet âgé dans les dossiers de l'internat et dans la vraie vie. C'est attention des hémodilutions, c'est-à-dire des fausses anémies. Quand vous avez par exemple un patient qui est insuffisant cardiaque, qui est en pleine décompensation cardiaque, son hémoglobine et tout le reste de sa biologie va être dilué. Du coup, vous pourrez avoir faussement un 7, d'accord? Et une fois que vous allez le vider, vous allez retrouver avec un 8, un 9 ou un 10, d'accord? Donc ça, c'est des petits pièges qu'on peut vous glisser. On peut aussi faire attention dans le même sens à l'hémoconcentration. Quand les malades sont très déshydratés, ça va surestimer. Donc il est à 9, très déshydraté, en fait il est à 7. La clinique, qui peut être, il faut savoir évoquer l'anémie devant une asthénie, donc comme ici chez Colette, une pâleur cutanéo-muqueuse, une dyspnée à l'effort, une tachycardie, on l'a vu dans les causes de tachycardie sinusale, ou un souffle systolique. Alors très honnêtement, les souffles systoliques chez le sujet âgé, ça peut être plein d'autres causes, mais en tout cas, il faut savoir l'évoquer devant ce souffle systolique. Évidemment, la première question, c'est la tolérance. Donc, on a évidemment les constantes avec la tolérance hémodynamique, respiratoire et neurologique, mais notamment, n'oubliez jamais de faire un électrocardiogramme pour vérifier qu'il n'y a pas de souffrance myocardique sur cette anémie, parce que ça demande beaucoup plus d'énergie au cœur quand on est à 6,8 que quand on est à 10. L'étiologie est souvent multifactorielle dans un dossier de gériatrie. Pourquoi? En fait, on a un VGM qui va être normal, parce qu'on a deux étiologies associées. Donc typiquement, on a la carence en fer et la carence en folate. La carence en folate, c'est censé être une anémie plutôt macrocytaire. La carence en fer, une anémie microcytaire. Et on a les deux. On est au milieu, le VGM est normal. Et attention à la fréquence de la myélodysplasie chez le sujet âgé. C'est le sujet âgé, la myélodysplasie, c'est quelque chose qui est fréquent. Donc souvent, ça n'atteint qu'une seule lignée, celle de l'hémoglobine. Il faut faire un myélogramme. Le traitement, c'est la chimiothérapie ou le PO et parfois le support transfusionnel en fonction du contexte. Mais là, je laisse mes collègues hématologues vous raconter ça beaucoup mieux que moi. Mais sachez qu'on peut vous glisser de la myélodysplasie dans un dossier de sujet âgé. Donc les petits pièges, c'est donc l'anémie normocytaire, mais en fait la cause est macro et micro. Donc je vous ai dit la carence en folate, mais on a aussi la carence en B12 et la carence en fer, qui peut être vraiment associée. Il ne faut pas oublier l'anémie microcytaire inflammatoire, mais en fait il y a aussi une carence martiale associée. Donc vraiment penser quand c'est microcytaire aux deux, au côté inflammatoire et carence en fer. C'est pas parce qu'on a l'un qu'on ne peut pas avoir l'autre. Et encore l'anémie microcytaire, mais sur un saignement, pas encore microcytaire, sur un saignement aigu. D'accord? Quand on a une hémorragie digestive, votre VGM il est normal, d'ailleurs même votre hémoglobine à la phase aiguë d'une hémorragie digestive peut être tout à fait rassurant, donc il faut le redoser un peu à distance, mais ça reste une urgence thérapeutique. J'espère que j'ai été claire sur les petits pièges de l'anémie. Josette, elle a 85 ans. Elle a fait un AVC ischémique sylvien droit sur une ACFA de découverte au réveil, au petit matin. Josette, vous lui faites une ETT, elle a une dilatation de l'oreillette gauche et une insuffisance mitrale de grade 2. À J3 de son AVC, donc Josette, elle était en dehors des délais de thrombolyse. C'est un AVC du réveil, vous lui faites l'IRM, vous décidez de la mettre dans un lit. Et à J3, cliniquement, elle est toujours hémiparétique gauche à 4/5. Au scanner crâne de contrôle réalisé, à 48 heures de cet AVC qui était volumineux, il ne montre pas de transformation hémorragique. Vous avez une tension à 190/110, une fréquence cardiaque à 85, une saturation à 97 et une fréquence respiratoire à 12. Son hémoglobine est à 12 elle aussi. C'est normocytaire, un VGM normal, des leucocytes à 6000 et une créate à 85 ainsi qu'une urée à 8. Quelles sont les affirmations vraies concernant la prise en charge immédiate de Josette?
Est-ce que vous allez débuter pour sa FA une anticoagulation par AOD? Est-ce que vous allez mettre en route pour son hypertension à 190-110, je vous rappelle, de la nicardipine IVSE? Est-ce que vous allez lui débuter un traitement par anti-agrégant plaquettaire? Est-ce que vous allez appeler votre kiné tout de suite, à J3? Est-ce que vous allez débuter une anticoagulation préventive dans ce contexte? Vous avez 30 secondes pour réfléchir. Donc non, pas d'anticoagulation par AOD devant un AVC sylvien aussi étendu à la phase aiguë. Hein. On va revenir dessus, ça se discutera avec un neurologue, un neurovasculaire à au moins 15 jours, 3 semaines de cet AVC, parce que le risque de transformation hémorragique est beaucoup trop important. 190, 110, on était dans le tolérable sur un AVC sans thrombolyse. Je vais vous mettre la reco juste après. Oui, évidemment qu'il faut mettre un anti-agrégant plaquettaire type aspirine, aspégique, celui que vous voulez. Évidemment qu'un AVC, c'est une rééducation précoce le plus tôt possible. Et dans un dossier AVC, on veut que vous ayez en tête kiné, ergo, psychomote, orthophoniste. Vous faites attention aux troubles de déglutition, mais en tout cas, vous bougez du lit les sujets âgés parce que chaque jour au lit est un jour perdu. Et évidemment, pour éviter à avoir à anticoaguler en urgence un malade qui a fait un AVC hémiplégique dans le fond d'un lit, qui a fort risque thromboembolique, on met une anticoagulation préventive pour ne pas avoir à mettre trop tôt cette fameuse anticoagulation curative. Je vous ai remis ici les recommandations qui sont dans le collège de neurologie, notamment pour alors 4h30 pour la thrombolyse, c'était un AVC du réveil. Il n'y a pas d'indication sur l'AVC du réveil à faire des thrombolyses. La thrombectomie mécanique qu'on peut associer à la thrombolyse à la phase aiguë, on peut la proposer jusqu'à 6 heures, voire 24 heures après cet AVC. Donc là, on aurait pu réfléchir à une thrombectomie avec l'IRM cérébral et les neurovasculaires. Évidemment, le traitement aspirine tout de suite en bolus. Et en USI-NV, les mesures qui sont associées, c'est la position des clives, on évite l'inhalation, une perfusion de sérum salé isotonique. La tension, si on n'a pas fait de thrombolyse, comme ici, chez ma patiente, 210, 120, vous voyez, vous aviez de la marge. Si on a fait une thrombolyse ou une thrombectomie mécanique, 185, 110. On évite l'hypotension parce qu'en fait, ça fait du bas débit et avec l'hypoperfusion, vous allez léser encore plus la zone infarcie par votre infarctus. Donc, c'est un mécanisme de défense que de faire de l'hypertension pour aller vasculariser tout ça. D'accord? On contrôle bien la glycémie, c'est la lutte contre les axos. On évite l'hyperthermie. On met de l'oxygène s'il y en a besoin. Et on contrôle la fréquence cardiaque. Évidemment, on surveille l'état de conscience et le NIHSS. On fait attention à la déglutition, hyper facile à vous caler dans un dossier. J'ai fait un AVC, je cherche les troubles de déglutition, j'adapte ma texture et mon eau. Donc, je vous l'ai déjà dit pour ceux qui suivent Cartesia, c'est eau plate tempérée, eau très fraîche, eau pétillante, eau gélifiée, d'accord, en fonction du risque de troubles de déglutition. Le nursing, donc on évite les escars, on évite les TVP. Donc on met une compression veineuse ou des HBPM en préventif. Jamais d'antibiothérapie préventive, jamais d'antiempylétique préventif. L'anticoagulation et un AVC ischémique sur ACFA. Le risque de transformation hémorragique sur un AVC aussi gros, il est tel que la question ne se pose absolument pas à J3. D'accord? Donc là, la bonne conduite à tenir chez la patiente, c'était un anti-agrégant plaquettaire et une HBPM préventive. D'accord? Et on réévalue à 2-3 semaines. Si on avait choisi une anticoagulation, ici, les petits pièges qu'on vous avait mis, c'est l'AOD. L'AOD, AVK, qu'est-ce qu'on aurait choisi chez elle si on avait mis un anticoagulant? Et quand on se posera la question d'un anticoagulant, évidemment, c'est l'AOD. Maintenant, il est passé devant les AVK. Et évidemment, dans la FA valvulaire, on n'a pas le droit. Mais il faut savoir qu'ici, elle avait une insuffisance mitrale et que l'insuffisance mitrale n'est pas considérée comme une contre-indication aux AOD dans les FA valvulaires. La FA valvulaire, c'est quoi? C'est j'ai une valve mécanique ou un rétranchissement mitral. Les anglo-saxons, mais ce n'est pas les français, ils rajoutent dedans les bioprothèses. D'accord?
Donc ça, quand vous avez le choix d'un anticoagulant, il faut faire attention à votre créate, parce que c'est contre-indiqué quand on a une créate inférieure à 15, mais en fait 30. Donc Xarelto et Nikis, ça, je vous laisse regarder. Mais en gros, insuffisance rénale, pas d'AOD avec A. J'ai une valve mécanique ou un rétrécissement mitral avec A, pas AOD. D'accord? On peut vous piéger là-dessus. J'espère que j'ai été claire pour les petits pièges chez cette patiente qui a fait un AVC. Maintenant, on passe à Paul, un monsieur, 94 ans. Il consulte aux urgences au mois de juin pour faiblesse généralisée. Là encore, une asthénie. Il vit tout seul. Ses enfants sont en province. Il est parfaitement autonome pour les activités de la vie quotidienne et il ne présente aucun trouble cognitif. Dans ses antécédents, vous avez une hypertension artérielle, une hypertrophie bénigne de prostate et des varices des membres inférieurs. Le traitement comporte une association d'antihypertenseurs, le valsartan, et l'hydrochlorothiazide, qui s'appelle le Cotarex, si vous le connaissez mieux sous ce nom-là. Il a un bêta-bloquant cardiosélectif, qui est le bisoprolol, et il prend de l'alfuzoline pour la prostate. Tout ce qu'on vous glisse dans un dossier, je vous ai dit qu'il fallait que ça fasse tilt. Si on vous met un dossier en hiver, vous pensez à comptage, grippe, les maladies de la gastro de l'hiver, etc. Si on vous met un dossier d'été, en gériatrie, on pense à ma famille est partie en vacances et je suis tout seul pour l'autonomie. On pense aussi à il fait chaud. D'accord? Il est isolé, hein, ses enfants sont présents en province, donc vraiment au quotidien, il n'a personne. Quand vous lisez hypertension artérielle, vous pensez hypotension orthostatique dans un dossier de gériatrie, c'est obligatoire, d'accord? Je veux que ça soit un réflexe. Quand vous lisez hypertrophie bénigne de prostate, vous pensez à tiens, contexte aigu, ne va-t-il pas faire la rétention aiguë d'urine? Vous pensez aussi à quel traitement a-t-il et quelle est la iatrogénie de ce traitement? Il faut savoir que l'alfuzoline est un grand pourvoyeur d'hypotension orthostatique. Ça ne veut pas dire qu'on ne le met jamais, ça ne veut pas dire qu'il faut l'arrêter, il faut juste savoir que ça va être un facteur en plus pour l'hypotension orthostatique. Là, ici, il a 3 antihypertenseurs. Ça fait beaucoup. Hein? Attention à l'hypotension orthostatique. Le patient rapporte qu'il se sent vidé de son énergie depuis une dizaine de jours seulement. Il a une fréquence cardiaque à 90, une tension à 180, une saturation à 99%, une fréquence respi à 12, une glycémie strictement normale et un examen clinique vraiment sans particularité. Vous lui faites une prise de sang pour y comprendre voir un peu plus clair, une hémoglobine à 15, un VGM à 85, des leucocytes à 8000, des protides à 75, une crête à 90 micromoles par litre et une urée à 10. Sa CRP est négatif. Bref, tout est relativement normal. Est-ce que c'est si normal que ça chez Paul? Eh bien, pas tant que ça. Quand on reprend son dossier, on a 3 antihypertenseurs et du Xatral qui lui fait prendre le risque de l'hypertension artérielle. On a une fréquence cardiaque à 90 alors qu'il prend des bêta-bloquants. Donc, elle est considérée comme élevée. Une toute petite tension sous 3 antihypertenseurs. Le bisoprolol n'est pas un antihypertenseur de choix, on va revenir dessus. Oui, si on a une cardiopathie ischémique, oui, si on a une arythmie, mais plutôt non si c'est juste de l'hypertension du sujet âgé. Et on va voir la conduite à tenir à 94 ans sur l'hypertension du sujet âgé. Et cette biologie alors? Donc on était dans piège en biologie. Et je vous ai parlé tout à l'heure sur l'anémie de l'hémodilution ou l'hémoconcentration. Et bien typiquement, avoir 15 d'hémoglobine à 94 ans, c'est pas tout à fait normal. Quand vous regardez bien les biologies de nos sujets âgés, elles sont plutôt autour de 11, 12, voire 10. 15, c'est beaucoup, beaucoup trop. C'est un signe d'alerte pour vous. Et il est probablement hémoconcentré. Pareil, les protides ou l'albumine, chez un sujet âgé, souvent, elles sont plus basses. Elles sont plutôt autour de 60, 65 et pas 75. C'est beaucoup 75 de protides. Chez vous, c'est normal. Chez un sujet âgé, il faut considérer ça comme beaucoup et c'est un signe d'alerte qui veut dire qu'en fait, Paul était déshydraté. D'accord? HTA, c'est le sujet âgé de plus de 80 ans. Il y a plusieurs recommandations. La recommandation de l'HAS, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis un sujet âgé de plus de 80 ans, non comorbide, mon objectif tensionnel est une pression artérielle systolique inférieure à 150, sans hypotension orthostatique, et je vais prendre au maximum 3 antihypertenseurs, pas plus.
Dans les recommandations européennes de 2018, qui sont allées étudier et qui ont redéfini les recommandations pour les plus jeunes, en étant beaucoup plus strictes que le 13-8 que moi j'apprenais, on dit que chez le sujet âgé robuste, l'objectif tensionnel, c'est d'être entre 130 et 139 de PAS et 70-79 de PAD. Donc et l'objectif va être encore moins strict chez le sujet âgé fragile. D'accord? La recommandation chez le sujet jeune, c'est la bithérapie. Chez le sujet très âgé, c'est plutôt la monothérapie. Qu'est-ce qu'on peut mettre en association? D'accord? Donc c'est en anglais, hein, mais vous êtes tous bilingues bien sûr. IEC ou ARA2, plus ou moins inhibiteur calcique ou diurétique thiazidique. Chez le sujet âgé, pour commencer, globalement, il faut savoir quels sont les antécédents que vous avez. Si vous avez un malade qui est vasculaire, qui a fait un AVC, qui a fait une cardiopathie ischémique, qui est diabétique, le traitement de choix, c'est IEC ou Sartan, d'accord? Ou ARA2. Certainement pas les bêta-bloquants, hein, qui n'ont pas leur place, hein, qui sont vraiment ici, en disant que les bêta-bloquants, on les met, ok, mais si j'ai une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection qui est perturbée, si j'ai fait un infarctus, si j'ai une ACFA pour contrôler ma fréquence cardiaque, mais pas à visée antihypertensive. Là, Paul, il n'avait pas de comorbidité qui nécessitait la mise en place d'un bêta-bloquant. Il avait trop d'antihypertenseurs. On commence par arrêter le bêta-bloquant. Quand on voit un diurétique chez le sujet âgé, il faut toujours se poser la question de la déshydratation. Ici, Paul, il prenait du Cotarec, donc qui est une association sartan et thiazidique. Très facile à vous glisser dans un dossier, le thiazidique. Le thiazidique, ça fait pisser l'eau et le sel. Ça marche très bien sur la tension, mais ça marche aussi très bien sur la déshydratation. D'accord? Et les inhibiteurs calciques, c'est très bien, c'est plutôt très bien toléré. L'effet secondaire qu'il faut connaître, c'est les œdèmes des membres inférieurs. Mais ça, on l'utilise assez largement chez le sujet âgé. Donc, plutôt amlodipine, des choses comme ça, d'accord? Quand vous introduisez un IEC ou un ARA2, vous pensez bien entendu à la créate et à regarder qu'elle ne va pas se majorer et prendre plus de 30% qui pourrait vous faire appel à une sténose de l'artère rénale et à suspendre le traitement. Et vous n'oubliez pas que l'IEC, un de ses effets secondaires principaux, c'est la toux. J'espère que j'ai été claire pour l'hypertension chez le sujet âgé. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de quelques petits pièges thérapeutiques. Donc, on a parlé un peu des thérapeutiques dans les diapos précédentes, mais les pièges étaient axés sur la biologie. Là, on est vraiment sur de la thérapeutique. Cette fois-ci, c'est Germaine qui vient vous voir. Elle consulte pour plainte mnésique évoluant depuis quelques mois. Dans ses antécédents, on a un diabète de type 2, une hypertension artérielle, et là vous me dites hypotension orthostatique, merci. Une arthrose invalidante, et là vous dites attention, douleur, déformation, chute, quelle antidouleur elle prend en automédication parfois. Un cancer du sang en 98 par chirurgie, je vous laisse réfléchir, mais là aussi il faut que ça fasse des petites alertes dans votre tête, on verra la diapo d'après. Elle prend de l'amlodipine, qui est un inhibiteur calcique, principal effet, donc hypotension orthostatique, principal effet secondaire à l'initiation, les œdèmes des membres inférieurs. Elle prend du bromazépam, qui est le Lexomil, du tramadol, qui est du topalgique, d'un glyclazide, qui s'appelle aussi diamicron, et du paracétamol à la demande. Alors là, il y a les inversions de diapo. Quelles sont là les affirmations vraies concernant la prise en charge immédiate de Josette? Ce n'est pas du tout la bonne diapositive, je suis désolée. Il y a eu un bug. Voilà, excusez-moi. Donc Germaine, elle a 80 ans, elle a des plaintes mnésiques. Et bien, il va falloir interroger ces plaintes mnésiques. Ça veut tout et rien dire, une plainte mnésique. Donc, quand vous êtes en consultation, quand vous êtes aux urgences, quand vous croisez une personne âgée en médecine de ville qui vous parle de plainte mnésique, il faut toujours se poser la question de la nature de la plainte, du retentissement sur l'autonomie et sur ses activités de la vie quotidienne, parce qu'on va voir la définition du trouble neurocognitif, il peut être mineur ou majeur. Donc, mineur, pas de retentissement sur l'autonomie, majeur, retentissement sur l'autonomie. Il faut savoir si on est face à une dame qui a des antécédents familiaux de maladie d'Alzheimer précoce chez toute la famille, oui, non, parce qu'il y a des familles d'Alzheimer. Il va falloir traquer la dépression, l'anxiété et les toxiques, avec notamment la consommation d'alcool, qui peut procurer des troubles mnésiques. Il faut l'interroger sur le sommeil, il faudra l'interroger s'il y a des signes associés à ces plaintes de la mémoire, notamment des hallucinations. À l'examen clinique d'un malade qui se plaint de troubles de la mémoire, il faudra être vigilant sur est-ce que j'ai des signes de localisation, démence vasculaire, deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer,
ou est-ce que j'ai un syndrome extra-pyramidal, un syndrome parkinsonien qui est associé? Et dans ces cas-là, on est dans vraiment un autre pan des maladies de la mémoire. Donc ceux qui sont inscrits à la conf Cartésia, je vous renvoie à mon focus sur les démences. Alors, je suis désolée, ça revient toujours à cette diapo. Donc, comment est-ce qu'on décortique le dossier de Germaine, 80 ans? Germaine a un diabète de type 2. Quand on lit diabète de type 2, on se pose la question des complications micro et macro. On se pose la question de son HbA1c, est-ce qu'elle est bien équilibrée? Et on se pose la question de quel traitement elle prend. Et est-ce que ces traitements, ils ont une potentielle iatrogénie? Et la iatrogénie, chez le diabétique, c'est ce qu'on traque, nous, c'est l'hypoglycémie. D'accord? On l'a déjà dit, on le répète, mais l'apprentissage, c'est la répétition. Je lis hypertension. Dans ma tête, hypotension orthostatique. Arthrose, on l'a vu, douleur, déformation, chute. Le cancer du sein, quand on vous glisse un dossier avec un cancer dans les antécédents, il faut toujours se poser la question de où est-ce qu'on en est de ce cancer. Est-ce que potentiellement c'est quelqu'un qui pourrait être amené à récidiver localement ou même de manière plus étendue qu'à l'époque? Et penser aux localisations secondaires, donc connaître par exemple le cancer du sein, où est-ce qu'il peut aller, se poser la question des métastases cérébrales, du foie, etc. Donc quand on lit cancer, c'est ça qu'il faut que ça amène. Ces traitements, donc elle a l'amlor inhibiteur calcique hypotension orthostatique, du bromazépam qui est une benzodiazépine de demi-vie longue. Nous, on n'aime pas les benzodiazépines dans nos dossiers et on essaye de les sevrer, d'accord? Les indications des benzodiazépines, elles sont très très bien écrites, elles sont très encadrées. C'est l'anxiété, c'est le trouble du sommeil avec des hypnotiques, mais en si besoin, pas plus de 4 semaines, d'accord? Ou la crise d'épilepsie. Donc voilà, c'est assez réduit. Donc là, pas d'indication chez Germaine d'avoir une benzodiazépine au coucher de demi-vie longue en prise en traitement chronique. Quand on lit tramadol, on voit que c'est un palier 2 et on se pose la question de la tolérance. Le tramadol, c'est un anticholinergique, c'est un très bon antidouleur. Les gériatres préfèrent souvent mettre un palier 1 et un palier 3 avec des plus petites doses parce que le tramadol ne se présente pas forcément sous petite dose. Mais il y a des sujets qui ont du tramadol, ce n'est pas un problème. Il faut juste se rappeler que le tramadol, comme la morphine, c'est confusiogène. Ça ralentit le transit, donc c'est à risque de constipation et de globes urinaires. Donc c'est une fausse bonne idée de se dire avec le tramadol, je serais tranquille, j'aurais pas les mêmes effets secondaires que la morphine. Bien entendu que si, et même c'est parfois plus difficile à manier. Et c'est pour ça que vous voyez en gériatrie souvent des patients de manière assez large sous antalgique de palier 3. Elle est sous glyclaside, le diamicron, c'est un sulfamide hypoglycémiant. Il faut savoir qu'en gériatrie, on n'aime pas ça, les sulfamides hypoglycémiants. On les arrête parce que c'est trop, la balance bénéfice-risque est en défaveur et c'est à trop haut risque d'hypoglycémie. Chez le 80 ans, sachez que les gériatres, nous, on l'arrête. Le paracétamol, quand on vous le glisse dans un dossier, en gériatrie, il faut connaître la dose. Ce n'est pas 4 grammes par jour, c'est seulement 3 grammes pour les raisons du vieillissement du rein, de sa digestion hépatique, etc. C'est 1 gramme x 3 la dose chez le sujet âgé de paracétamol et ça, on peut vous piéger en vous en mettant plus. Quelle thérapeutique pourrait être impliquée dans les troubles cognitifs de Germaine? Est-ce que l'amlor, l'amlodipine, pourrait être imputée? Est-ce que le bromazépam, donc le Lexomil, la benzo de demi-vie longue, pourrait l'être? Est-ce que le tramadol, ce palier 2 anticholinergique, pourrait l'être? Est-ce que le glycazide pourrait être imputable? Et le paracétamol, est-ce qu'il pourrait donner les troubles cognitifs chez Germaine? Je vous laisse réfléchir 30 secondes à la question. J'espère que vous avez eu le temps de réfléchir. Donc non, l'amlodipine pas spécialement, on a dit hypotension orthostatique. Le Lexomil, bien entendu, la première chose à faire, c'est d'expliquer à cette dame qu'il va falloir qu'elle l'arrête. On va l'aider, on va la sevrer, on va l'accompagner. Le tramadol, oui, parce qu'on a dit que c'était anticholinergique, donc ça peut contribuer à des troubles cognitifs si elle emboulotte des tonnes et des tonnes. Et si c'est mamie petit poids. Le glycazide, je vous ai dit, les sulfamides hypoglycémiants, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Les hypoglycémies répétées peuvent avoir un impact sur les troubles cognitifs. Et le paracétamol, certainement pas.
Dans les petites choses comme ça qui peuvent aussi majorer ou favoriser les troubles cognitifs dans un dossier qu'on peut vous glisser, c'est les bêta-bloquants. D'accord? Un malade qui va être en fait toute la journée à 50, 55, on se dit génial, c'est cardioprotecteur. Et en fait, la nuit, tout le monde a sa fréquence cardiaque de base qui baisse. Donc, s'il passe sa nuit à 30, vous imaginez bien que pour la perfusion cérébrale, c'est pas dingue. Donc, pensez-y dans un dossier. On peut vous le mettre et dans la vraie vie aussi. Il faut savoir que le pacemaker, c'est un traitement du sujet âgé hein, sur les BAV3, sur les maladies de l'oreillette, avec les tachyarrhythmies dans la FA. Donc voilà, les bêta-bloquants, vous l'avez aussi en arrière-pensée dans les troubles cognitifs. Du coup, troubles cognitifs et iatrogénie, ici les benzodiazépines, le tramadol parce qu'anticholinergique, le glycazide parce que hypoglycémie. Évidemment qu'il faudra nettoyer l'ordonnance de Germaine avant de conclure. Avant de conclure à une démence ou un trouble neurocognitif, il faudra vérifier qu'elle n'est pas confuse, on va revenir dessus. Si jamais elle est déprimée, on ne dit pas à quelqu'un « Ah ben, vous êtes dément », donc on traite la dépression. Et une fois qu'on a éliminé une dépression, traité une dépression, on pourra refaire les tests cognitifs. Parce qu'il faut savoir que la dépression, ça vous donne un déficit attentionnel. Et le déficit attentionnel fait que vous ne pouvez pas intégrer les choses. Et évidemment, quand on prend de l'alcool, quand on prend un toxique, on ne conclut pas non plus. On demande aux patients, on les accompagne pour les sevrer et après on fait nos tests neurocognitifs. Le trouble neurocognitif majeur, c'est quoi? Donc le DSM-5, je vous l'ai remis ici. C'est un déclin cognitif significatif par rapport à l'état antérieur dans un domaine de la cognition ou plus. Donc la cognition, ça regroupe l'attention complexe, les fonctions exécutives, l'apprentissage, la mémoire, mais aussi le langage, la cognition perceptivo-motrice, ou même dans les interactions sociales. Hein. Et ça veut dire quoi? C'est quand on se met à poil, hein, c'est un déclin cognitif significatif, ce n'est pas adapté. Pour dire que c'est majeur, il faut que ça ait un retentissement sur l'autonomie. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on interroge une dame qui a des plaintes cognitives, on se pose toujours la question du retentissement. Il faut évidemment que ce ne soit pas dans un contexte de syndrome confusionnel. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'interroger un malade confus de quel jour on est, où est-ce qu'on est, à quel étage vous êtes, la saison, etc. Mais c'est pas possible, hein, il ne sait même plus comment il s'appelle parfois. Donc on ne conclut pas à démence quand on a un syndrome confusionnel. Et même, je vous dirais même plus, quand nous on voit les malades après un syndrome confusionnel en bilan mémoire, on attend que la confusion soit passée de au moins 6 mois, voire 1 an même parfois, pour vraiment statuer sur un état cognitif. Et il faut que ce déficit ne soit pas expliqué par une autre affection mentale. Et là, j'aimerais vraiment que vous rappeliez qu'on ne peut pas conclure à une démence tant qu'on a un malade qui est déprimé. J'espère que là, j'ai été claire sur les petits pièges iatrogénie, troubles neurocognitifs qu'on peut vous glisser. Jacques, il a 83 ans. Il est adressé par son médecin traitant en consultation gériatrique parce que le médecin traitant n'y arrive pas dans ses thérapeutiques. Jacques, en plus, il est complètement inobservant, donc il aimerait vraiment que vous l'aidiez à faire le ménage. Jacques est hypertendu, hypotension orthostatique. Jacques, il a une cardiopathie ischémique stentée en 2018. Est-ce que mon basique est sur mon ordonnance? Jacques, il a une ACFA permanente. Est-ce qu'il est bien anticoagulé? Oui, non. Pourquoi? Ralenti? Par quoi? Il a une hypertrophie bénigne de prostate. Attention, rétention aiguë d'urine, hypotension orthostatique avec le traitement. Je répète, hein, j'espère qu'à la fin de cette petite conf, vous aurez quand même les messages clés qui seront passés. Donc Jacques, 83 ans, amlodipine, Amlor, inhibiteur calcique. Il a du propanolol, qui est un bêta-bloquant non cardiosélectif, qui s'appelle aussi l'avlocardil. Il a de l'amiodarone, qui est un antiarythmique, qui s'appelle aussi la cordarone. Il est sous aspirine, donc un antiagrégant plaquettaire. Il est sous apixaban et Likis, qui est un anticoagulant oral direct, les nouveaux anticoagulants. Et pour sa prostate, il est sous alfuzoline. Donc, à chaque antécédent, un traitement. À chaque traitement, un antécédent. Il faut que vous ayez fait cette gymnastique dans votre tête. D'accord? Je vous laisse un peu encore réfléchir. HTA, cardiopathie ischémique, ACFA permanente et hypertrophie bénigne de prostate. Avec ce traitement-là, et évidemment, si je vous fais cette diapo, c'est pour le critiquer. Donc, on va le critiquer ensemble. Je vous laisse juste quelques secondes de réflexion, s'il vous plaît, pour que vous puissiez jouer avec moi. Il est hypertendu. Très bien. Il a de l'Amlor. Pourquoi est-ce que je l'ai mis en orange? Je vous ai dit tout à l'heure, quand on a des comorbidités cardiovasculaires comme Jacques, qui a et l'ACFA et la cardiopathie ischémique,
Bah, c'est pas l'inhibiteur calcique l'antihypertenseur de choix. C'est plutôt un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou un ARA2. Quand on a une cardiopathie ischémique STENT-T, il faut qu'on ait le basique. Le basique, c'est quoi? Un bêta-bloquant cardiosélectif. Ici, il n'est pas cardiosélectif. Ce n'est pas le bon bêta-bloquant pour la cardiopathie ischémique. Le propanolol, vous pouvez le voir dans l'hyperthyroïdie ou des choses comme ça, mais en tout cas, certainement pas sur une ordonnance de cardiaque. Les bêta-bloquants cardiosélectifs, pour ceux qui connaissent ou qui veulent apprendre, c'est le bisoprolol, qui est du Bizos, ou le nebivolol. Ça, c'est des bêta-bloquants cardiosélectifs, mais certainement pas le propanolol. Il a de l'amiodarone, c'est un antiarythmique. Le malade, je vous l'ai mis en ACFA permanente. Lui mettre de l'amiodarone au long cours sur une ACFA permanente, alors qu'on a en fait probablement décidé chez Jacques, 83 ans, de tolérer l'AF1, l'amiodarone n'a plus sa place. L'amiodarone, c'est un bon antiarythmique, mais ce n'est pas un très bon bradycardisant pour éviter de passer en ACFA rapide, par exemple. Et en mettant de l'amiodarone, vous exposez Jacques à sa iatrogénie, à ses effets secondaires, qui sont la pneumopathie interstitielle diffuse, la dysthyroïdie, qui sont les deux grosses têtes de file de l'amiodarone. D'accord? Donc, pas de place sur cette ordonnance. Je vous ai mis en orange l'association aspirine, qui était pourtant très bien pour la cardiopathie ischémique, et l'apixaban, l'anticoagulant oral, les nouveaux anticoagulants, les Likis. Pourquoi? Parce qu'en fait, la double prescription n'a pas sa place chez un monsieur qui a fait un infarctus il y a plus d'1 an. En gros, il faut que vous reteniez que c'est l'anticoagulant qui gagne. Quand j'ai AOMI plus ACFA, c'est l'anticoagulant qui gagne, en l'absence de contre-indication, blablabla, évidemment. Quand c'est cardiopathie plus d'1 an et ACFA, c'est l'anticoagulant qui gagne. Quand on vient de faire l'infarctus, effectivement, la coprescription se discute totalement. Pendant 1 an, on est au moins 1 an. Il y a certains de chez nos malades, la balance bénéfice-risque, le risque hémorragique est tel qu'on n'arrive pas à aller au-dessus d'1 mois, parfois 3. Mais voilà, la co-prescription n'a sa place qu'au bout d'1 an. Quand vous voyez le 2, c'est que quelqu'un a oublié de l'arrêter et vous avez le droit d'arrêter l'antiagrégant parce qu'on est à plus d'1 an. D'accord? C'est exactement le même raisonnement. Quand vous avez fait un accident vasculaire cérébral sur ACFA, donc le cas clinique qui était un petit peu plus haut, vous avez mis de l'aspirine. Le jour où vous allez décider de traiter sa FA parce que vous serez à distance de l'AVC et que vous n'aurez plus peur de la transformation hémorragique, vous ferez le relais. Vous arrêterez l'antiagrégant et vous mettrez l'anticoagulant oral direct. Et la l'HBP, la fusoline, on était très contents. Il manque bien entendu la statine en prévention secondaire de la cardiopathie ischémique, évidemment, s'il la tolère bien, en faisant attention au CPK et à ses muscles. Mais c'est censé être prescrit sur cette ordonnance. Ça, c'est des choses vraiment qu'on peut vous mettre dans des dossiers et qui sont la vie de tous les jours. Critiquer une ordonnance et vraiment d'avoir le réflexe, à chaque antécédent, un traitement, à chaque traitement, un antécédent. Là, il vous l'adresse pour faire le ménage. Vous allez du coup probablement rajouter des traitements, changer des traitements, d'accord? Mais en tout cas, vous allez, donc Amlor, vous allez l'arrêter pour les IEC, Propanolol, vous allez l'arrêter pour les BISOS, donc en fait, opération 0, il y en aura toujours 2, mais vous allez pouvoir supprimer amiodarone et aspirine et rajouter sa petite statine, vous aurez quand même gagné un médicament. Antoinette, 92 ans, adressée par son EHPAD où elle réside depuis 2 ans pour prise en charge d'une escarre de son sacrum. Antoinette, elle a une maladie d'Alzheimer qui évolue depuis 10 ans. Il y a 1 mois et demi, elle a présenté un épisode d'agitation nocturne qui a conduit son médecin généraliste qui passait au petit matin à introduire un zopiclone incomprimé le soir. Donc le zopiclone, c'est l'Imovan, c'est un hypnotique. Et ça marchait pas très bien. Du coup, il a rajouté de la risperidone, 0,5 mg le soir, qui est un neuroleptique, ainsi qu'une contention au lit la nuit pour éviter qu'elle chute. Parce que les infirmières vous ont rapporté qu'avec le nouveau traitement, ça marchait pas mal, mais quand elle essayait de se lever pour faire pipi, elle se mettait par terre. Depuis, miracle. Elle ne s'agite plus du tout. Mais elle ne s'agite plus non plus beaucoup dans la journée. Avant, Antoinette, elle déambulait à l'EHPAD, et là, les soignants vous disent non, elle reste au fauteuil toute la journée, mais c'est pas mal, elle est très calme, on est content. Du coup, elle a fait son escarre sacrée, et on vous l'adresse à l'hôpital pour le traitement de cette escarre à la demande de la famille. À l'arrivée, Antoinette, elle est très somnolente, elle est désorientée dans le temps et dans l'espace, et vous avez un syndrome extrapyramidal bilatéral. Elle est incontinente, mais ça, c'est assez ancien. Comment est-ce qu'on décrypte le dossier d'Antoinette?
EHPAD depuis 2 ans, c'est ancien, ok, on est rassuré, c'est pas quelque chose d'aigu. Si ça avait été quelque chose d'aigu, il faudrait que ça ranime chez vous. Ah là là, entrer en institution, quel choc ça a pu être, est-ce qu'elle n'est pas déprimée? Pourquoi est-ce qu'elle est rentrée en institution? Ça peut être vraiment traumatique le changement de lieu pour les sujets âgés. Mais là, 2 ans, bon, on est soulagé. Après, elle vient en institution, donc elle est en perte d'autonomie probablement, sur une maladie d'Alzheimer qui évolue, elle, depuis 10 ans. Il y a une rupture il y a 6 semaines. Ça va moins bien. Le symptôme, c'est qu'elle est agitée. Elle a un hypnotique, elle a un neuroleptique. Et on l'attache. La contention, c'est interdit. D'accord? Vous retenez ça. On n'attache pas un sujet âgé. Certainement pas pour éviter le risque de chute. Ça, c'est écrit dans toutes les études. Le fait d'être attaché vous fait prendre un risque de chute plus grave. Et on se rappelle qu'il y a la contention, donc la contention poignet, qui n'est pas du tout une contention douce. Hein. Je l'ai déjà lu dans plein de dossiers. On n'attache pas les gens au poignet pour garder une perf, garder une sonde nasogastrique, garder une sonde à demeure. On se pose la question de l'indication de tous ces traitements, de tous ces dispositifs médicaux. Il faut se rappeler que chez un sujet âgé qui est confus, la moindre perfusion peut être vécue comme une contention parce que ça nous empêche de bouger avec le pied à perf. C'est pas très pratique hein, chez vous. Imaginez chez un sujet âgé. Dans les contentions, je mets aussi les barrières de lit, hein, qui sont des contentions qui doivent être prescrites, c'est sur prescription médicale. Donc c'est une contention. Mais on a aussi la table de petit-déj, là, l'adaptable qu'on cale contre le malade, contre son fauteuil. Ça aussi, c'est une contention. Hein. Donc voilà ce que j'appelle contention. Et ça fait des chutes plus graves. Donc non, pas de contention. Et si contention physique, toujours associée à une contention chimique, réévaluée tous les jours par un médecin. Voilà, c'est les petits mots-clés de la contention. C'est suffisamment important parce que vous allez être de futurs médecins et je voudrais que vous pensiez à moi le jour où vous voyez des contentions chez un sujet âgé en vous disant mais pourquoi? Et certainement pas. Elle passe toute la journée au fauteuil, immobilité. Elle déambule plus, perte d'autonomie, c'est pas normal. Escar sacré, quand vous lisez escar dans un dossier, vous pensez à est-ce qu'elle mange suffisamment, est-ce qu'elle n'est pas dénutrie? Énorme facteur de risque, la dénutrition. Les escars, on ne peut pas soigner sa peau, on ne peut pas cicatriser si on est dénutri. Une escar, ça fait mal, d'accord? Donc on s'enquiert de la douleur de cet escar. Et quand on fait des soins d'escar, eh ben, on réfléchit, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une prémédication pour traiter cette douleur? On lutte contre les autres escars, par exemple, et donc on n'hésite pas à mettre un matelas anti-escar. Et les échelles qui sont associées au risque d'escar, hein, qu'on peut vous glisser dans un dossier, c'est Norton, Braden, voilà, ces échelles-là, celles que vous voulez, on s'en fiche. Dans un dossier, si on vous glisse une escar au talon, donc là c'était aux fesses parce que je vous ai mis qu'elle passait sa journée assise sur son fauteuil. Dans les escars au talon, vous pensez toujours à AOMI, c'est-à-dire que quand on a une nécrose du talon, avant d'aller gratter, ramollir, trifouiller là-dedans, il faut bien qu'on s'assure qu'il n'y ait pas d'AOMI qui empêcherait la revascularisation et en fait qui serait en fait double, la nécrose serait de cause double. On n'a pas le droit de gratter une escar sur une AOMI, c'est un peu ça le message. Elle est somnolente, elle est désorientée dans le temps et dans l'espace. En fait, la traduction, c'est qu'elle est confuse. Elle a un syndrome extra-pyramidal. Ça, attention au risque de chute. Bilatéral. Quand il est bilatéral, ça doit vous appeler plutôt de la iatrogénie qu'une nouvelle maladie de Parkinson chez Antoinette. Hein. Dans des dossiers, on peut vous associer un maladie d'Alzheimer et démence à corps de Lévy, ça peut être associé. Hein. Maladie d'Alzheimer, Parkinson, pas trop. Mais là, c'est bilatéral et je vous ai mis bilatéral parce qu'il faut vraiment que vous disiez c'est la iatrogénie de mon neuroleptique. Et je vous ai mis l'incontinence qui est ancienne. Quand on est incontinence, donc je vous l'ai dit, elle veut se lever la nuit, on l'a attachée. Bah oui, c'est un facteur de risque de chute parce que quand on va se lever pour aller aux toilettes en pleine nuit, pas éclairé, avec son syndrome extra-pyramidal, on va chuter. Et incontinence, le fait d'avoir des protections et d'être souillé, de pouvoir rester un peu longtemps macéré dans sa propre urine ou ses propres selles, c'est un facteur de risque de développer des escars. Josette, elle vient à votre consultation car rien ne va plus, elle n'arrive plus à faire face au décès de son mari, elle pleure tout le temps et elle n'a plus du tout... Donc, on finit d'Antoinette, hein, pardon. Josette, elle a 87 ans. Elle vient à votre consultation car rien ne va plus. Elle n'arrive pas à faire face au décès de son mari. Elle pleure tout le temps et elle n'a envie de rien. Elle dort jusqu'à 11 heures par jour et peine à sortir de son lit. Elle prend du bromazépam, Lexomil, pour faire face à tout ça. On a déjà vu bromazépam, benzodiazépine de demi-vie longue. On n'aime pas ça, on l'arrête.
Devant un diagnostic d'épisode dépressif caractérisé probable, vous décidez d'introduire du citalopram, donc un ISRS, qui est l'antidépresseur de choix, première intention chez un sujet âgé. Vous lui conseillez fortement à l'occasion de votre consultation de se sevrer en benzodiazépine. Dans ses antécédents, vous avez un diabète de type 2, on a dit diabète, macroangiopathie et complications du traitement avec les hypoglycémies, de la metformine et de la Lantus. Donc, vous mettez à Josette l'ISRS, vous lui dites « sevrez-vous en benzo » et revenez me voir en consultation. 10 jours plus tard, sa fille l'accompagne aux urgences devant des chutes à répétition et des épisodes de rupture de contact brefs, spontanément résolutifs. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques chez Josette qui peuvent expliquer ces chutes depuis 10 jours, ces épisodes de rupture de contact spontanément résolutifs? Est-ce que ça peut être l'hypoglycémie? Est-ce que ça peut être l'hypernatrémie? Une hypernatrémie dans ce contexte. Est-ce que ça pourrait être de l'épilepsie? Est-ce que ça pourrait être une confusion? Ou est-ce que ça peut être un sevrage en benzodiazépine? Je vous laisse réfléchir. Encore quelques secondes de réflexion. L'hypoglycémie, oui. Elle a de la Lantus. La metformine n'est pas pourvoyeuse d'hypoglycémie. Un dossier avec de la metformine, on pensera plutôt à l'insuffisance rénale. Et est-ce que c'est bien adapté au rein, la dose de metformine? L'hypernatrémie, non. Dans ce contexte, on a introduit un ISRS. On va plutôt penser à l'hyponatrémie, qui est la iatrogénie de l'ISRS. Une épilepsie, oui, on va voir pourquoi après. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est pas vert. L'épilepsie, évidemment. Une confusion, bien entendu, et le sevrage en benzodiazépine. Donc la réponse C est bonne. C'est une erreur de coloriage. Donc, neuro égale dextro, d'accord, chez tous vos patients, quand ils arrivent aux urgences pour des raisons neurologiques, quand vous êtes appelé au chevet d'un patient, vous pensez à moi, neuro égale dextro, ça ne vous quittera plus. Là, elle est confuse, sous Lantus, ça peut être l'hypoglycémie. Je vous ai mis hypernatrémie, c'était un distracteur. Quand on introduit un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, type citalopram et citalopram, celui que vous voulez, je m'en fiche, déroxate, paroxétine, tout ça, c'est des ISRS. Il faut faire un ionogramme sanguin de contrôle parce que le risque, c'est l'hyponatrémie par SIADH. Très facile à vous mettre dans un dossier d'hyponatrémie. Par SIADH, du coup, on le traite comment? Donc, c'est hyponatrémie à volume extracellulaire normal, c'est trop d'eau, réserve en sel normal, restriction hydrique. Josette, elle est probablement confuse, d'accord? On a fait des micmacs dans son traitement. Elle a peut-être l'hyponatrémie, peut-être l'hypoglycémie. En tout cas, elle est désorientée dans le temps et dans l'espace. C'est brutal. Et elle pourrait peut-être être épileptique, favorisée peut-être sur une hyponatrémie, mais aussi favorisée par le sevrage brutal en benzodiazépine. Là, Josette, elle avait des ruptures de contact brèves avec des retours à l'état de conscience normal. Je vous décris de l'épilepsie partielle avec des absences. C'est vraiment ça que je vous décris. Et dans ce contexte, j'ai des troubles cognitifs, j'ai un cerveau qui est déjà abîmé, plus de la iatrogénie, je peux faire de l'épilepsie. L'épilepsie chez le sujet âgé, il faut y penser. C'est à nouveau fréquent. D'accord? L'épilepsie, globalement, dans la vraie vie, mais aussi à l'internat, c'est un truc de l'enfant. Vous avez beaucoup l'épilepsie qui est décrite en pédiatrie, mais ça revient en termes de fréquence chez le sujet âgé. Plutôt sur une forme de crise partielle que de crise généralisée. Et dans les causes à évoquer, donc quand on a un antécédent d'accident vasculaire cérébral sur un dossier chez un sujet âgé, il faut savoir, alors, évidemment, on ne met pas d'antiépileptique en systématique, on l'a revu plus haut, mais il faut savoir évoquer devant des ruptures de contact, des confusions spontanément résolutives, etc., des malaises, des chutes un peu inexpliquées. Il faut se poser la question d'une épilepsie partielle sur séquelles d'AVC. La deuxième cause à évoquer, c'est le tumoral. Donc on se fend d'une imagerie cérébrale. Et en troisième position,
mais pas des moindres, donc qui peut expliquer jusqu'à 10% des épilepsies partielles des sujets âgés, c'est les maladies neurogénératives. Donc, quand on a une maladie d'Alzheimer depuis plus de 10 ans, on a associé l'atrophie cortico-sous-corticale, donc en hippocampique, en temporale, puis tout le reste du cerveau en frontotemporal, en temporo-pariétal, pardon. Et ce remaniement du cerveau fait qu'on est plus sensible à faire de l'épilepsie. Et donc, chez notre mamie, en plus, vous avez mis un peu un petit cocktail, c'est-à-dire que vous lui avez dit d'arrêter les benzos ou de les sevrer, vous êtes probablement mal exprimé, du coup, elle, du jour au lendemain, plus personne. Donc, c'est le sevrage. Vous lui avez mis un ISRS, vous n'avez pas contrôlé l'anatrémie, elle a l'hyponatrémie, paf, je crie sur mon hyponatrémie. Donc, vous voyez, c'est un peu le cocktail Molotov. Le message de l'épilepsie chez le sujet âgé, c'est qu'on traite rarement une première crise, on attend de voir. Donc là, typiquement, la patiente, si elle avait une hyponatrémie, on la corrige. On a fait le sevrage en benzo, elle a fait le sevrage brutal, on réintroduit et on y retourne plus doucement. Mais probablement qu'on n'aurait pas mis d'emblée un anti-épileptique. À partir de la deuxième crise, on se posait la question, mais tout ça, c'est une décision collégiale avec des neurologues, des épileptologues ou des gériatres, d'accord ? Si vous vous décidez pour un traitement, donc ce qui peut se glisser dans un dossier ou dans la vraie vie, les traitements de choix, donc je vais vous donner les 3 qu'on croise souvent sur les ordonnances et qui sont en fait les 3 un peu de choix. Donc la lamotrigine, le Lamictal, qui est un antiépileptique thymorégulateur que vous croisez aussi à l'internat chez la femme jeune qui a des troubles bipolaires parce que c'est celui sous lequel on peut faire des bébés. Il faut faire très attention à cet antiépileptique parce que son effet secondaire, c'est le rash cutané et au maximum le syndrome de Stevens-Johnston. Et c'est pour ça que ce traitement, il se met doucement par palier de 25 tous les 10-15 jours et on augmente par palier de 25. Chez les sujets âgés, la dose à partir de 50, on considère qu'on est protégé 50-75 et on a rarement besoin d'aller au-delà. Ce n'est pas du tout les doses des jeunes ou les doses thymorégulatrices que vous voyez sur les dossiers qui sont plutôt 100-150. Mais voilà, faites bien attention au rash cutané, à la tolérance cutanée de ce traitement et on l'introduit doucement. Et faites attention aussi, on pourrait très bien vous faire un dossier de rupture de traitement et on doit réintroduire. Ça, quand on a été exposé à la lamotrigine pendant des années, mais qu'on l'arrête et qu'on arrête typiquement pendant 1 mois parce qu'on n'en a plus, quand on le remet, on ne reprend pas la dose forte, d'accord ? On repart à 0. Le Vimpat aussi, qui est un bon traitement de l'anti-épilepsie, de l'épilepsie chez le sujet âgé, notamment des épilepsies partielles. Jusqu'à 2017, il n'avait pas l'AMM, il avait l'AMM qu'en bithérapie. Et là, ça y est, ça fait depuis 2017 qu'il a l'AMM en monothérapie. Donc, vous pouvez le voir et dans la vraie vie et sur les dossiers, et c'est plutôt très bien toléré. Et le levétiracétam, qui est le Keppra, qui est un anti-épileptique qui marche très bien. Et l'intérêt par rapport à l'Amictal, c'est qu'il marche vite et bien, c'est-à-dire que vous le mettez, vous êtes couvert. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il y a rarement urgence à traiter l'épilepsie partielle du sujet âgé. On traite rarement les premières crises. Et en fait, le problème du levétiracétam, même si c'est un bon antiépileptique avec plutôt une bonne tolérance en général, chez le sujet âgé, c'est vrai qu'on peut avoir des encéphalopathies au Keppra. Et on peut aussi avoir des effets un peu paradoxaux, notamment chez ces sujets âgés qui ont des troubles de l'humeur ou des troubles neurocognitifs. Il y a une moins bonne tolérance et ça peut rendre un peu plus confus et ça peut décompenser l'humeur. Donc voilà, donc plutôt en 3e position, même si on le voit beaucoup traîner sur les dossiers. Et voilà ce que je voulais vous dire sur les antiépileptiques dans la vie et à l'ECN chez l'épilepsie du sujet âgé. Mais comme c'est fréquent, voilà, il faut savoir que ça existe, il ne faut pas passer à côté. Pour solder ce petit point sur les thérapeutiques en gériatrie, globalement, vous avez un item qui est consacré à ça. Il y a l'underuse, le misuse et l'overuse. Qu'est-ce que ça veut dire? L'underuse, c'est je ne mets pas le traitement parce qu'il est trop vieux, alors que c'est indiqué, que ça a montré son efficacité, c'est juste que je suis frileux. Il faut vérifier évidemment qu'il n'y a pas de contre-indication, mais globalement, c'est typiquement le papy que je vous ai mis avec la cardiopathie ischémique qui n'a pas la totale de l'infarctus. C'est sous-traité. Et c'est dommage parce que du coup, ils refont les infarctus. N'hésitez pas à bien mettre vos basiques, le basique sur vos patients qui ont fait un infarctus. L'hypertension, elle est souvent sous-traitée ou maltraitée. Donc, je me répète, le sujet âgé ou le sujet âgé fragile, plutôt monothérapie que bithérapie comme chez le jeune. Éviter l'hypotension orthostatique et favoriser l'antihypertenseur qui va aller avec les comorbidités. Donc, si je suis vasculaire, c'est Sartan. Pas de bêta-bloquant en première intention à visée antihypertensive. Le bêta-bloquant, quand on a la cardiopathie ischémique, quand on a la F1. Le traitement de l'insuffisance cardiaque, il ne faut pas avoir peur de mettre les IEC, les bêta-bloquants, plus ou moins l'aldactone en fonction de la FEVG, les anti-aldostérones, pardon. Et le traitement de la cause de l'insuffisance cardiaque. Mais oui, on met les traitements d'insuffisance cardiaque chez le sujet âgé.
L'arythmie par fibrillation auriculaire, hein. Beaucoup de gens sont frileux sur les anticoagulants. Il n'y a pas de raison, hein. L'AVC, c'est pas très sympa. Alors l'hémorragie, certes, c'est pas très sympa non plus, mais pour ça, il y a des échelles, il y a des évaluations. Le SHADS-VASc pour les indications de l'anticoagulation, et souvent, vous verrez avec les sujets âgés, c'est qu'ils ont déjà les 2 points sur l'âge. Et le HAS-BLED et l'hémorragie pour le risque hémorragique, si vraiment vous avez des doutes, mais il ne faut pas avoir peur de mettre des anticoagulants chez nos sujets âgés. Dans le traitement de l'ostéoporose, il manque souvent la vitamine D et le calcium sur les ordonnances, hein, et les traitements anti-ostéoporotiques, hein, ça c'est facile aussi à vous glisser dans les dossiers. Le traitement de la dépression, c'est souvent sous-traité, parce que sous-diagnostiqué, alors que c'est vraiment une pathologie du sujet âgé, et c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est triste. D'ailleurs, quand vous connaissez un peu les stades des tentatives de suicide et des suicides réussis, on a un pic à nouveau quand on est âgé. Et d'ailleurs, les suicides accomplis et réussis chez le sujet âgé sont bien plus importants que chez l'ado de 15 ans, hein. Donc, il faut vraiment penser à dépression et risque suicidaire. Et la douleur est souvent aussi sous-traitée, parce qu'en fait, on ne sait pas bien manier les antidouleurs, hein, qu'on pense que c'est normal d'avoir mal partout quand on est vieux et arthrosique. Non, c'est pas normal. Et la douleur chronique peut intégrer la dépression, la dénutrition parce qu'on mange moins, etc. Donc, il faut savoir diagnostiquer la douleur et la prendre en charge. Ça, c'est globalement ce qu'on appelle l'underuse, et qu'on va pouvoir vous glisser dans des dossiers ou à l'internat, hein, ou dans la vraie vie. Et donc bien veiller, quand vous avez ces antécédents-là, d'avoir le traitement adapté en face sur votre prescription. L'overuse, c'est l'inverse. Et on a dit, nous, on aimerait que nos personnes âgées, elles prennent bien leur traitement et qu'elles prennent les nécessaires et qu'elles n'en prennent pas trop. Typiquement, ce pourquoi le médecin traitant vous avait adressé le patient plus haut. L'overuse, c'est j'utilise un médicament qui est prescrit alors qu'il n'y a pas l'indication. Ou, pire encore, qu'il n'a même pas prouvé son efficacité. Ça diminue l'observance, ça fait des médicaments de plus, ça augmente le risque de iatrogénie, et puis ça coûte de l'argent à la Sécu, donc à vos petits impôts. Et ça, typiquement, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons qui traînent sur absolument toutes les ordonnances de nos sujets âgés, alors que les IPP au long cours, ça a très peu d'indications, hein. Si vous reprenez, il y a des très beaux tableaux qui sont faits. L'IPP, c'est vraiment le traitement de l'ulcère, d'accord, et au long cours, si c'est au long cours, c'est parce que je peux vraiment pas m'en passer à la dose minimale efficace, hein, d'accord, sur les RGO et plutôt des choses comme ça. Mais l'ulcère, c'est un traitement défini de l'IPP. Il faut faire attention quand vous avez un IPP, dans la vraie vie, à l'internat on ne pourra pas vous faire ça, mais ça se sèvre un IPP. Il faut savoir qu'on peut avoir un effet rebond à l'arrêt. Donc si votre personne âgée, elle a pris les IPP depuis 35 ans, si vous lui arrêtez du jour au lendemain parce que vous avez bien fait le nettoyage de l'ordonnance à l'arrivée, sachez qu'elle va se plaindre de brûlures alors qu'elle n'aura pas forcément d'indication à l'IPP. Donc on explique aux patients ce qu'on va faire, on baisse les posologies, on y va doucement. Les benzodiazépines, les Français, on est les meilleurs en prescription de benzodiazépines et les sujets âgés, on en plein. Le soir au coucher pour les troubles du sommeil. Sachez que les troubles du sommeil, ça s'interroge, ça s'analyse. Est-ce que c'est pas dû à des syndromes des jambes sans repos, à une insuffisance cardiaque, en fait je suis en décompensation, j'arrive pas à dormir. En tout cas, il n'y a pas d'indication à des benzodiazépines au long cours, peu importe la cause, donc c'est 4 semaines ou 12 semaines en fonction que vous l'ayez mis pour un trouble anxieux ou à visée hypnotique de manière aiguë, contextuelle. Typiquement, celui qui n'a pas prouvé son efficacité, c'est les vénotoniques qu'on met chez les mamies qui ont de l'insuffisance veineuse. Le traitement de l'insuffisance veineuse, hein, c'est bouger, marcher, faire des muscles. Et les chaussettes de contention, c'est certainement pas les vénotoniques. Et le misuse, c'est quoi? C'est l'utilisation de médicaments dont le risque dépasse le bénéfice attendu. Ça veut dire quoi? Typiquement, c'est les sulfamides hypoglycémiants. C'est-à-dire que c'est un très bon médicament du diabète. C'est un très bon médicament dans le diabète du jeune, mais chez le sujet âgé, le risque d'hypoglycémie est plus important que le bénéfice attendu du sulfamide hypoglycémiant sur mon diabète. Donc, j'en mets plutôt pas. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, première mamie avec son hémorragie digestive, le risque d'insuffisance rénale aiguë ou de saignement ocule digestive ou même aiguë, hémorragie digestive aiguë, est trop important. Donc, on va employer d'autres anti-inflammatoires. D'accord ? Et l'allopéridol, ce neuroleptique-là, qu'on évite d'utiliser, en général, les neuroleptiques au long cours, on évite de les utiliser, notamment dans les troubles du comportement. Chez les sujets qui ont des troubles neurocognitifs majeurs, hein, les neuroleptiques au long cours n'ont pas fait preuve de leur efficacité, par contre, ont bien fait preuve de leur iatrogénie. Donc, n'hésitez pas à les arrêter.
J'espère que j'ai été claire pour les pièges en thérapeutique. J'espère que vous avez encore un petit peu de courage. Dernière petite session sur les pièges en gériatrie, les pièges en infectiologie. Françoise, 87 ans, consulte aux urgences pour altération de l'état général. Sa famille vous rapporte que depuis 48 heures, elle yoyote complètement. Elle fait la java la nuit, elle dort toute la journée. Elle tousse et elle crache. Ça, c'est le nouveau truc qu'ils ont trouvé. Et elle a ses protections mouillées qu'il faut changer plusieurs fois par jour, ce qui n'était pas le cas avant. Françoise, elle est hyper tendue sous amlodipine. Elle a une maladie d'Alzheimer. Et elle a un diabète sous metformine. Est-ce que vous avez bien Françoise en tête? Sa tension est à 110/60. Sa fréquence cardiaque est à 85. Sa saturation est à 96%. Sa température est à 37,8. La glycémie est à 1,5 g par litre. Vous faites un examen neurologique, vous n'avez aucun signe de localisation. Par contre, Françoise a une désorientation temporo-spatiale. Elle a aussi des troubles de la vigilance. Vous examinez le système cardio-pulmonaire et vous vous apercevez qu'elle a des crépitants à la base droite. Vous l'interrogez et vous interrogez sa famille, il n'y a pas de signe fonctionnel urinaire associé, il n'y a pas de défense. Vous avez des bruits hydroaériques. Par contre, vous constatez une voussure subpubienne et vous lui faites un TR parce que vous êtes gériatre et vous retrouvez un fécalo. Vous lui faites une BU, nitrite neg, leuco plus, sans neg. Est-ce que vous avez bien Françoise en tête? Depuis 48 heures, aiguë, rupture avec l'état antérieur, elle yoyote complètement. C'est un trouble cognitif. Elle fait la java, c'est une inversion du cycle nictéméral. Elle est d'orientation dans le temps et dans l'espace avec un trouble de la vigilance. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est confuse. La confusion, c'est quoi? DSM-5, un peu indigeste, ou la Confusion Assessment Method qu'on verra juste après. Il faut avoir un trouble de l'attention ou de la conscience. Il faut que ça soit vraiment brutal avec une rupture avec l'état antérieur. Il faut que ça soit fluctuant au cours de la journée. Et là, c'est typiquement l'externe. Vous passez le matin, tout va bien, elle est nickel, elle vous répond. Et puis, vous faites la visite avec votre interne ou avec votre chef. C'est la java. Elle est confuse, c'est pas de votre faute, vous l'aviez très bien examinée. Et ça, c'est pour dire, c'est pour la différencier avec les démences ou les troubles neurocognitifs majeurs. Hein, c'est deux grands points. Un dément n'a pas de trouble de l'attention ou de la conscience. Hein, quand vous lui parlez, il est avec vous. Et c'est pas brutal avec rupture avec l'état antérieur. Et ça fluctue pas dans le temps. D'accord? C'est quelque chose qui est lent, chronique, qui se met en place sur la démence. Là où la confusion, ça va être quelque chose vraiment d'être aigu, brutal, rupture avec l'état antérieur. Et il faut pas que ça soit la confusion à l'examen physique au résultat de la bio, une conséquence physiologique directe de quelque chose d'autre. D'accord? Le sevrage, on verra là juste après les causes de confusion. Mais bon, ce E n'est pas très important. La CAM, vous savez, en gériatrie, on adore les échelles pour parler tous le même langage. Non, ça c'est pour digérer un peu comment on diagnostique une confusion. Donc la CAM, c'est la Confusion Assessment Method. Il faut avoir au moins 3 critères pour 4 pour dire qu'on est confus et au moins 1 et 2. Donc 1 et 2, c'est aigu fluctuant avec un trouble de l'attention, avec au moins des organisations du cours de la pensée ou du langage, ou une atteinte de la vigilance. Voilà, c'est là pour signer la confusion. C'est ces critères-là. Beaucoup plus digeste que le DSM-5, vous en conviendrez. Faites hyper attention, dans la vraie vie comme à l'internat, qu'il y a 2 formes de confusion. La confusion hypoactive et la confusion hyperactive. Globalement, l'hyperactive, en général, vous êtes hyper fort. Tout le monde est hyper fort, ça casse les pieds à tout le monde, elle fait la java, c'est hyper bruyant, ça parle, on a souvent envie de l'attacher, de la sédater, il ne faut pas le faire, je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est facile à diagnostiquer. Par contre, la confusion hypoactive, apathie, repli sur soi, un ralentissement psychomoteur, typiquement la petite mamie dans le coin des urgences qui ne dit rien alors qu'elle est très malade, il faut que ça vous alerte. Et il faut essayer de lui refaire passer la CAM dans votre tête pour vérifier qu'elle n'a pas ces signes de confusion, même si elle n'est pas agitée. Et parfois, il y a des formes de confusion qui cohabitent. La confusion, c'est une urgence, d'accord? Il faut être vraiment, on hospitalise les gens qui sont confus et on screen les facteurs prédisposants et les facteurs précipitants. Donc, je vais bien insister. Les facteurs prédisposants de confusion, c'est hyper facile de vous les mettre dans un dossier, de vous les glisser, de vous poser les questions en vous faisant différencier est-ce que c'est prédisposant, est-ce que c'est précipitant, ou en tout cas est-ce que vous êtes bien allé les chercher dans le dossier. Et en fait, c'est un peu ce qu'on va vous demander dans la vraie vie. Et c'est tellement grave la confusion, et c'est tellement, ça peut être vraiment associé à un mauvais pronostic, qu'on veut vraiment bien vous sensibiliser à ça. Donc les facteurs prédisposants, c'est les troubles neurocognitifs antérieurs. Hein, on est plus à même d'être confus quand on a déjà une démence.
Le fait d'être immobilisé, et c'est aggravé par une contention physique. Donc immobilisé, c'était elle, hein, mamie, on l'a laissée au fauteuil. Quand on les attache ou quand on a une fracture par exemple, ça c'est des facteurs de risque de confusion. Un déficit sensoriel, les yeux, les oreilles, hyper important. Si j'ai plus mes lunettes ou j'ai plus mes appareils auditifs, je ne vais pas être aidée à être dans la réalité du monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on passe notre vie à remettre les lunettes et à remettre les appareils de nos sujets âgés quand ils sont en hospitalisation pour qu'ils soient bien avec nous, qu'ils entendent bien ce qu'on leur raconte et qu'ils voient bien ce qui se passe autour. Le fait d'être polypathologique, finalement, ça c'est un peu la vie de la gériatrie. Le fait d'être polymédiqué, ça va avec la polypathologie. Le fait d'être dénutri est un facteur prédisposant. Le fait d'avoir déjà été confus, et notamment, je ne sais pas si vous avez déjà vu des consultations d'anesthésistes, demandent toujours est-ce que vous avez déjà été confus en post-anesthésie, en post-op, parce qu'on met des drogues pour la chirurgie qui vont faire que vous allez être confus plus facilement. Et le fait d'avoir des troubles de l'humeur et notamment d'être déprimé, c'est un facteur prédisposant de confusion. Dans les facteurs précipitants, qu'est-ce qui est très rentable quand on cherche des causes de confusion chez notre sujet âgé? Les infections, les troubles métaboliques, donc neuro égale dextro, neuro égale dextro, neuro égale dextro, les dysnatrémies, que ce soit l'hyper ou l'hypo, et les dyscalcémies. C'est assez rentable de faire à la biologie ces trois choses-là. Mais aussi la douleur, les causes cardiovasculaires, les causes neurologiques, donc le scan crâne, les AVC, les choses comme ça. Mais il y a aussi la iatrogénie, donc dans les thérapeutiques qu'on n'aime pas et qu'on traque, c'est les anticholinergiques, notamment les trucs type les antihistaminiques à visée sédative, atarax, ces choses comme ça qu'on déteste en gériatrie. Mais c'est aussi le sevrage ou les modifications récentes de thérapeutique. Hein. Quand on vous met dans un dossier, on vient de faire ci, on vient d'introduire ça, il faudra toujours le mettre en cause, hein, globalement. C'est la même chose dans la vraie vie. Facteur précipitant psychiatrique, donc une dépression, la prise de toxiques, le contexte qui va être assez facile, on est en réa, on est en chirurgie, on vient d'être anesthésié. Contention, privation sensorielle qui se retrouve aussi ici avec le changement de repère. Et là, quand je vous ai dit, par exemple, l'EHPAD il y a 2 ans, on s'inquiète moins. Si ça avait été EHPAD il n'y a pas très longtemps, ça aurait pu être un facteur précipitant de confusion. Très, 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 très souvent, c'est multifactoriel et il faut avoir en tête tous ces éléments prédisposants et précipitants pour savoir les chercher. Le bilan de la confusion, évidemment, on interroge nos malades, on les examine, on leur fait un bilan de débrouillage qui comporte, selon les critères de l'HAS, une NFS, un ionogramme sanguin, une créate, une CRP, une calcémie, un ECG, on a l'ECG facile, et on discute du scan crâne. Si on a des signes de localisation, c'est une absolue nécessité. Si on a fait un traumatisme crânien dans un contexte de chute, etc., on a le scan crâne large, même sans signe de localisation. Et surtout, si le bilan est négatif, n'hésitez pas. Et ensuite, en fonction du contexte, se discute une ponction lombaire, un électroencéphalogramme, une TSH, bilan hépatique, BU, etc. C'est une urgence, on hospitalise, on fait l'enquête étiologique, on protège son patient de lui et des autres, on prend en charge de manière non médicamenteuse cette confusion. Il faut savoir que la confusion, c'est entretenu par l'anxiété, que l'hospitalisation, les urgences, une modification de lieu, ça peut être quelque chose de très anxiogène pour nos sujets âgés. Et donc, une des premières choses à faire quand on est face à quelqu'un de confus, c'est de le rassurer, de le communiquer, de lui rendre des repères. En gériatrie, si vous êtes déjà passé en gériatrie, dans les chambres, il y a une horloge, il y a une pancarte avec où est-ce qu'on est. Et c'est pas pour faire joli ou parce qu'on aime avoir l'heure, c'est vraiment pour que les sujets âgés soient vraiment rattachés à la réalité avec nous et sachent un peu se repérer sans nous quand les journées sont très longues et se ressemblent à l'hôpital, par exemple. Il faut essayer d'éviter les contentions, évidemment, et tous les examens inutiles. Typiquement, sédater pour aller faire, je dis n'importe quoi, une éco-cœur alors qu'il n'y a pas d'urgence et que ça peut attendre 5 jours, une semaine. C'est vraiment pas pertinent. Si on veut mettre des médicaments, c'est vraiment si tout le reste a échoué, c'est-à-dire prendre en charge les facteurs prédisposants, les facteurs précipitants et les règles non médicamenteuses. Et si on craque, si c'est sur un mode onction mais une benzodiazépine de demi-vie courte, type oxazépam ou alprazolam, le Seresta ou le Xanax. Et s'il y a une composante délirante, une confusion productive, ok, on craque sur les neuroleptiques, toute petite dose. D'abord Péros, si ça ne marche pas, IM ou sous-cut, enfin plutôt IM pour le neuroleptique d'ailleurs. Et donc là, ça sera plutôt la risperidone 0,5. Et évidemment, devant tout patient qui a été confus, en hospitalisation ou chez vous, vous n'oubliez pas de programmer le bilan cognitif à distance parce que ça peut montrer une certaine fragilité cérébrale et l'entrée dans des maladies neurodégénératives, c'est vraiment très très associé
confusion et démence, hein. Donc on retourne chez Françoise. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Françoise, elle arrive donc complètement confuse aux urgences. Elle a un foyer de la base droite, elle mouille ses protections. Qu'est-ce que ça veut dire les protections mouillées qui sont à changer plusieurs fois par jour? En fait, c'est qu'elle pisse probablement par regorgement. Ça aussi, c'est hyper fréquent chez le sujet âgé. Vous oubliez jamais globalement quand les sujets âgés sont confus d'aller chercher le globe et le fécalome. C'est très bien. Il faut. Souvent, c'est un peu la résultante de j'ai été infectée, je suis confuse et du coup, je ne fais pas pipi et pas caca. Ici, c'est typiquement il faut lui faire un bladder pour la rétention aiguë d'urine. Elle a la vessie pleine et en fait, elle vide que partiellement à chaque fois sa vessie dès qu'elle est trop remplie et du coup, elle est perpétuellement mouillée. Et on va revenir sur ce petit 37,7 et cette BU chez Françoise. La fièvre chez le sujet âgé, le piège, c'est qu'il n'y a pas de vraie définition. C'est pas comme en pédiatrie, on vous dit on s'alerte à 5 jours de fièvre, non, non, non. Chez le sujet âgé, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de chiffres. On sait que physiologiquement, la réponse inflammatoire, elle est moindre et qu'on va avoir les mécanismes de défense contre les infections ne seront pas les mêmes et du coup, ils seront moins à même de faire de la fièvre. On sait aussi qu'il y aura moins de frissons du fait d'une baisse des réserves en muscles. Et ça, c'est valable plus on est dépendant. C'est-à-dire que typiquement, le malade d'EHPAD grabataire fera encore moins de fièvre que la mamie ou le papy en ville autonome à domicile. Il faut savoir que quand on est dépendant, on a une température basale qui est moindre aussi. Donc, c'est pas rare de voir des sujets âgés qui se baladent à 36. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que les études qui ont essayé de s'interroger, notamment aux États-Unis, sur la fièvre, qu'est-ce que c'est d'essayer d'avoir un cut-off de fièvre chez ces sujets âgés, disait que finalement, quand on a une pancarte, le fait d'avoir un delta de température entre sa température basale et la température affichée de au moins 1,1 point peut être considéré comme de la fièvre ou doivent être un signe d'alerte. Ou sinon de considérer qu'à 37,8, on a de la fièvre. Globalement, vous, dans un dossier, quand vous voyez 37,7, 37,8, 37,9, il faut que ça vous alerte, il faut que vous disiez, tiens, c'est pas 37 ou c'est pas 36,5, c'est pas tout à fait normal. Alors, j'ai pas dit que les sujets âgés ne chauffaient pas. Dans un tiers des cas, ils ne vont pas chauffer. Mais s'ils doivent chauffer, ils chauffent. Globalement, quand on a une bactériémie, un sepsis avec des hémocs qui poussent, on retrouve quand même de la fièvre dans les 3/4 des cas. Hein. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais le message, c'est d'être alerté avec ces petits fébricules-là, d'essayer de les prendre un peu comme de la fièvre. La BU. Chez cette dame, j'avais fait exprès de vous mettre une BU nitrite neg, leuco plus, pour vous faire dire qu'en fait, elle était probablement colonisée. La colonisation urinaire, c'est quoi? C'est la présence de micro-organismes dans les urines. Tous les malades qui ont une sonde à demeure sont colonisés, donc ça comme ça, aller faire une BU sur une sonde à demeure, ça n'a pas de sens, ça sera probablement positif. Les malades, plus ils sont âgés et en institution, plus ils ont une colonisation de base de leurs urines. C'est encore plus vrai chez la femme. Avec l'âge et l'augmentation des rapports sexuels, du fait de raisons anatomiques, hein, c'est tout bête, les femmes vont être plus facilement avec une colonisation urinaire. Et chez l'homme, c'est un peu plus exceptionnel chez l'homme jeune, mais ça augmente après 60 ans. Comment savoir s'il y a une infection chez un malade qui est sondé? Sachez que l'urgenturine, ce n'est pas forcément un signe d'infection. Le fait, quand on a une sonde et le malade vous dit j'ai envie de pisser, j'ai envie de pisser, j'ai envie de pisser, alors qu'il a la sonde, c'est juste le fait que la sonde soit en place. Chez un malade qui a une sonde, le changement d'odeur ou d'aspect des urines, même chez un malade qui n'a pas de sonde d'ailleurs, c'est pas synonyme d'infection urinaire. Parce qu'en fait, quand vous vous levez le matin et que vous allez faire pipi au petit matin, vos urines sont plus concentrées et un peu plus odorantes que quand vous allez faire pipi après votre litre d'eau à 4 heures ou au déjeuner. C'est exactement la même chose chez les sujets âgés. Donc, quand il y a un changement d'aspect ou un changement d'odeur, posez plutôt vous la question de est-ce qu'il est bien hydraté. Mais vous allez me dire, ok, donc comment on fait le diagnostic d'infection urinaire chez un sujet âgé? Typiquement là, pourquoi est-ce qu'on va plutôt dire qu'elle a une colonisation urinaire qu'une pneumopathie et qu'elle a une pneumopathie et pas une colonisation urinaire chez cette dame? Qu'est-ce que c'est que cette BU? En fait, c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment de choses. Il faut juste savoir que les signes locaux comme une miction douloureuse, une polakiurie ou une douleur suspubienne peuvent apparaître après l'ablation d'une sonde à demeure dans un quart des cas. Donc typiquement, quand vous recevez quelqu'un qui a été sondé aux urgences, qu'on a desondé, s'il se plaint de ces symptômes-là, ne sautez pas sur l'infection urinaire. Comment on fait du coup quand il y a un patient qui a une sonde urinaire, si elle est tout le temps colonisée et si du coup la BU sera forcément positive, comment on va faire pour savoir si elle a une infection urinaire?
Et bah, si elle a de la fièvre ou de l'hypothermie, mais je vous dis que ce n'était pas le meilleur signe chez le sujet âgé, si en fait il y a des signes de mauvaise tolérance et d'infections qui sont indirectes, c'est en fait ça le message. Une hypotension, une altération de l'état mental ou un malaise général sans autre cause identifiée. Tout ça pour dire que l'ABU chez Françoise, qu'est-ce que ça va être? Il faut savoir qu'une femme, en dehors d'une immunodépression grave, le fait de ne pas avoir de nitrite et de leuco en simultané a une bonne valeur prédictive négative sur le fait que ça soit une infection urinaire. Chez un homme qui est symptomatique, c'est pas du tout la même chose. Le fait d'avoir une BU positive au leuco et ou au nitrite a une bonne valeur prédictive positive, toujours sur le même concept de l'anatomie. Donc ça, c'est pour vous dire, attention quand vous interprétez une BU dans un dossier, où est-ce qu'on veut vous emmener? Et attention dans la vraie vie, quand on fait une BU, où est-ce qu'on veut vous emmener? Ici, on voulait vous dire que Françoise, elle était confuse sur une pneumopathie de la base droite, qu'elle avait une rétention aiguë d'urine et un fécalome, et par ailleurs une possible colonisation urinaire. Donc j'aurais très bien pu vous monter un QCM en vous disant est-ce que Françoise est 1 a une pyélonéphrite, 2 une pneumopathie de la base droite, 3 une colonisation urinaire, 4 un globe urinaire. Bref, la BU ça peut être vraiment un distracteur et le message c'est essayer de l'interpréter dans son contexte. Globalement c'est j'ai une autre cause beaucoup plus probable que cette petite BU positive pour l'infection. Je traite l'infection. La pneumopathie ici. J'ai 0 cause à me mettre sous la main, 0, 0, 0. Je pense qu'elle est infectée, j'ai que les urines, je traite les urines. D'accord? Et pas la même chose chez papy que chez mamie. Bonne valeur prédictive négative chez mamie, bonne valeur prédictive positive chez papy. D'accord? Ça, c'est les recommandations HS. Et c'est vraiment des choses en gériatrie qu'on rencontre très, 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 très fréquemment. Et typiquement, la pneumopyélonéphrite ou la pyélopneumopathie n'existe pas. Il faut prendre un camp. Et quand on est aussi caricatural dans un dossier que je l'ai été pour Françoise, on signe pneumopathie. J'espère que j'ai été assez claire sur infection urinaire, pneumopathie, infection urinaire et sur l'interprétation des BU, des signes fonctionnels sur les sondes à demeure, etc. Donc Françoise, elle est confuse, elle a une pneumopathie. On l'a mise sous augmentin, amoxicilline, acide clavulanique en l'absence d'allergie. On lui a mis 1 g x 3 pendant une semaine. On lui a mis du paracétamol parce qu'on est gentil pour son 37,8 et on l'a mise sous l'Ovenox préventif. Mais Françoise, alors qu'elle est sous antibiotiques, alors qu'elle n'est plus sous antibiotiques, elle est à nouveau fébrile. Ça fait 4 jours qu'on les a arrêtés. Donc Françoise, pneumopathie, colonisation urinaire confuse, que je mets sous antibiotiques, à 4 jours de l'arrêt de mes antibiotiques, 7 jours, elle rechauffe. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Est-ce qu'elle peut avoir fait l'EP? Est-ce qu'elle peut avoir à nouveau une pneumopathie d'inhalation? Est-ce qu'elle a encore son fécalome? Est-ce que ça peut être juste la malobservance de l'antibiotique? Ou est-ce que ça peut être la confusion qui expliquerait qu'elle est à nouveau fébrile? Ça, c'est fréquent. Hein. Normalement, quand vous passez en salle, hein, vous allez voir à peu près de quoi je parle. Hein. Allez, je vous laisse réfléchir encore 10 secondes. Courage, accrochez-vous, c'est bientôt fini. Eh bien oui, ça peut être une embolie pulmonaire. Je suis vieille, je suis hospitalisée, je suis alitée, je suis infectée. On a oublié de me mettre au fauteuil et de me faire marcher. Malgré le Lovenox préventif, je peux faire quand même l'embolie pulmonaire et il faut y penser. Je peux peut-être même être arrivée avec. Hein. Et du coup, ça a été un peu masqué par les antibiotiques. Bien sûr que qui inhale réinhalera, hein, donc on peut réinhaler. Le fécalome ne donne pas de fièvre. Ça peut donner une petite CRP, mais ça ne donne pas de fièvre. Je peux avoir mal pris mes antibiotiques. N'oubliez pas, quand on est face à quelqu'un qui est âgé, confus, que manger des gélules d'augmentin qui sont grosses comme ça, ça peut être compliqué. Et non, la confusion ne donne pas de fièvre, c'est la fièvre qui peut donner de la confusion. Fièvre à l'arrêt des antibiotiques, il faut que vous pensiez à quoi? Donc ça, c'est pas juste en gériatrie, hein, c'est tous les dossiers, d'accord? C'est l'observance, est-ce que j'ai bien pris mon traitement, la bonne dose, assez longtemps? Est-ce que c'était la bonne posologie, adaptée à mon rein, adaptée au site? Est-ce que j'ai pas là une récidive de ce pourquoi j'étais là? Est-ce que c'est pas un foyer profond? Est-ce que ça serait pas une autre porte d'entrée? Je me serais plantée. En fait, c'était la BU. Ici, non, mais est-ce que ça serait pas un clostridium difficile? J'ai pris de l'augmentin, je suis âgée, j'ai modifié ma flore et je fais le clostridium, donc interroger sur la diarrhée. La maladie thromboembolique veineuse, il faut toujours y penser.
Est-ce que ce n'est pas une infection nosocomiale complètement autre chose? Et là, vous pensez bien à garder les VVP et les choses comme ça, hein. Est-ce que ça ne serait pas en fait complètement autre chose et je suis venue pour un problème X et dessous, j'ai pas la néoplasie ou la maladie inflammatoire en dessous? Et donc, dans les maladies inflammatoires chez le sujet âgé, il faut que vous pensiez à 2 maladies inflammatoires qui sont fréquentes. Donc, on ne fait pas un lupus à 85 ans ou un Wegener, hein. On fait un Horton ou une pseudopolyarthrite rhizomélique, hein. Une PPR ou un Horton, c'est les deux trucs auxquels il faut repenser. Après, on peut aller vous chercher sur des syndromes paranéoplasiques, etc. Mais en tout cas, dans les maladies inflammatoires du sujet âgé, dans les vascularites, vous pensez Horton et PPR. J'espère que j'ai été claire pour pneumopathie, infection urinaire. C'est des notions qui sont très très importantes, hein. J'ai bien insisté. Micheline, 90 ans, elle est hospitalisée pour 38,2 depuis 5 jours, bien tolérée, sans aucun autre symptôme franc. En gros, à l'examen clinique, vous n'avez pas de foyer. Vous auscultez, il n'y a rien, il n'y a pas de toux, il n'y a pas de crachat, vous n'avez pas de foyer infectieux. Vous n'avez pas de signes fonctionnels urinaires, vous regardez bien la peau, vous n'avez rien. Vous lui faites une radio de thorax, rien, une BU, rien, miracle, 90 ans, elle n'est pas colonisée. Un bilan hépatique pour la cholécystite, rien, et une petite CRP à 30. Qu'est-ce que vous allez devoir examiner plus particulièrement quand on est un peu, cliniquement, ça a l'air d'aller? Ça, vous allez voir, ça va vous arriver souvent en salle, hein, d'avoir fièvre un peu nue comme ça, on ne sait pas trop où on va. Et il faut se rappeler tout ce qui peut donner un syndrome inflammatoire ou une fièvre. Et on va les lister ensemble juste après. Je vous laisse juste bien réfléchir. Ça, c'est valable toute votre vie, pour tous vos dossiers, peu importe l'âge. Donc, on l'a dit, bien pensé chez les sujets âgés aux artères temporales, hein, avec la maladie de Horton, qui peut donner une altération de l'état général, de la fièvre, des céphalées, après le signe de la coiffe, la colonisation de la mâchoire, etc. Mais chez le sujet âgé, il faut y penser devant une altération de l'état général et de la fièvre. Il faut bien palper vos pouls. La cavité buccale, les dents chez le sujet âgé ou les soins dentaires qui peuvent être vraiment catastrophiques et peuvent être la cause de votre infection. Quand on est dans les dents, on n'oublie pas non plus les sinus, hein. Les causes ORL, c'est des causes bêtes qu'on oublie tout le temps à examiner. La peau, je reviens dessus. La peau, c'est pas juste je découvre le drap, c'est je regarde s'il n'y a pas une escarre sacrée, je regarde s'il n'y a pas un érysipèle, je regarde s'il n'y a pas une inflammation autour du point de ponction, de mécaté, D'accord? La peau, c'est vraiment tout. On regarde dans la protection, on regarde partout. C'est pas juste je soulève le drap. Je palpe mes aires ganglionnaires, le foie, la rate à la recherche d'un lymphome ou de signes indirects de localisation de secondaire de cancer ou de choses comme ça. Je repalpe bien mon abdomen, hein, parce que je vous l'ai dit, l'abdomen, il peut être vraiment souple pendant longtemps chez un sujet âgé, donc il faut bien réinsister. Il faut avoir le scanner abdominal facile si on a le moindre doute sur un abdomen de sujet âgé. Dans les choses qu'on oublie tout le temps, c'est les articulations. Les articulations, on peut avoir l'arthrite septique au max, qui est l'urgence. Mais les sujets qui sont hospitalisés, âgés ou pas d'ailleurs, hein, on peut avoir une cinquantaine d'années, qui sont hospitalisés, il faut penser à la poussée de chondrocalcinose. D'accord? Sur une articulation qui est chaude, rouge et douloureuse. Il faut aussi penser dans l'examen, ce qu'on oublie tout le temps, c'est la palpation des vertèbres, hein, à la recherche typiquement de spondylodicite, hein, ou de choses comme ça. Donc on palpe les épineuses une à une et on regarde si on a une douleur élective. Et on peut faire des imageries pour regarder. Et on n'oublie jamais la maladie thromboembolique, je vous le rabâche, je vous le rabâche, je vous le rabâche. On regarde les mollets. Alors, ce n'est pas les mollets de nos vieux, ils sont beaucoup plus sexy, mais c'était pour finir sur une petite note plus sympathique que cette petite chicot. Et ça, on renouvelle quand on n'a rien à se mettre sous la main sur une fièvre un peu nue comme ça. Maurice, il a 82 ans. Il consulte aux urgences pour une diarrhée depuis 72 heures. Et il est confus. Dans ses antécédents, on a un diabète de type 2, une maladie d'Alzheimer. Il prend de la metformine et de la rivastigmine en patch. C'est l'Exelon, c'est l'anticholinesterasique qu'on mettait avant dans les maladies d'Alzheimer. Maintenant, ça n'a plus l'AMM. Vous pouvez quand même voir encore la rivastigmine traîner sur des dossiers, dans la myasthénie notamment. Et ensuite, sachez quand même dans la vraie vie que dans les troubles du comportement des démences à corps de Lévy, ça conserve quand même une petite place. Et on en propose encore. Et même dans les maladies d'Alzheimer qui ont des troubles du comportement, il y a certains gériatres qui en mettent. Donc vous l'aurez vu au moins une fois. Qu'est-ce que vous allez réfléchir sur une diarrhée qui dure depuis 3 jours et une confusion chez un sujet âgé? Eh bien, il faut toujours penser iatrogénie. Donc, il faut connaître dans vos principaux médicaments quels sont les principaux effets secondaires. On a listé beaucoup de la gériatrie dans cette conf. La metformine, il faut savoir qu'à l'introduction, ça peut donner des diarrhées. Donc, depuis quand est-ce que c'est là? La rivastigmine, ça donne des diarrhées à l'introduction. Depuis quand est-ce que c'est là? Si c'est là depuis longtemps, ce n'est pas ça.
Devant une diarrhée, on regarde la quantité de sel, son aspect, c'est combien de fois par jour et c'est depuis quand. Est-ce qu'il y a des signes associés? Les signes associés, c'est ce qu'il y a des nausées, des vomissements, de la fièvre, un comptage. En fonction de la saison, je vous ai dit que quand vous vous mettez au mois de décembre, c'est pas anodin, au mois de juin non plus. Il faut penser à est-ce qu'il y a un antécédent de chirurgie pour le syndrome occlusif? Il faut s'enquérir de savoir s'il y a un arrêt de l'alimentation et est-ce que c'est associé à de la douleur. Donc, Monsieur Maurice, depuis 48 heures, il a des selles molles plusieurs fois par jour. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de comptage. Il a un petit 37,2, donc bon. Et les traitements, il les a depuis plus d'un an, donc on n'en parle plus. Vous l'interrogez sur sa douleur. On interroge les douleurs toujours de la même manière. Je vous les ai remis là en mémoire. Donc, c'est une douleur de la fosse iliaque gauche qui n'a aucune irradiation. C'est à type de brûlure. L'intensité est de 4/10. Il n'y a aucun facteur déclenchant, aucun facteur calmant. Ça évolue en continu. Et le seul signe d'accompagnement à cette douleur abdominale, c'est la diarrhée. L'horaire est plutôt inflammatoire. Vous lui faites un scan abdominopelvien, on est en infectiologie, je vous ai dit là, vignette infectiologie et piège en infectiologie. Vous lui diagnostiquez une diverticulite sigmoïdienne, c'est fréquent, il faut savoir l'évoquer chez le sujet âgé. Devant des troubles du transit, c'est plus souvent la constipation que la diarrhée, mais il faut savoir l'évoquer aussi devant une diarrhée, c'était aussi pour faire un petit rappel sur la diarrhée. Et le scanner thoraco-abdominopelvien va vous permettre de poser le diagnostic positif, mais aussi d'éliminer les diagnostics différentiels et de rechercher des complications de la sigmoïdite qui sont perforation ou abcès. Le traitement de la diverticulite, c'est l'amoxicilline acide clavulanique en l'absence de allergie 1 gramme 3 fois pendant 7 jours. Vous lui initiez 3 jours plus tard, alors que Maurice allait beaucoup mieux. Patatras, il a à nouveau la diarrhée. Tout à l'heure, c'est il a à nouveau la fièvre, là, c'est à nouveau la diarrhée. Qu'est-ce qu'on peut imaginer chez Maurice, 82 ans? J'ai une sigmoïdite, je débute mes antibiotiques par Augmentin et sous antibiotiques, je fais cette fièvre. Est-ce que ça peut être une colite à Clostridium difficile? Est-ce que ça peut être un abcès? Est-ce que ça peut être une fausse diarrhée du constipé? Est-ce que ça peut être une intolérance à son Augmentin? Ou est-ce que ça peut être en fait qu'on s'est planté de porte d'entrée? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Eh bien, ça peut être tout ça. Alors, rarement à l'internat, on vous fera cocher tout ça, mais là, c'était parce que je ne voulais pas que vous oubliez deux choses. Colite à Clostridium difficile, diarrhée sous antibiotiques, colite à Clostridium difficile, encore plus chez le sujet âgé, on va y revenir. Abcès ou perforation, hein, dans la sigmoïdite, la diverticulite. La fausse diarrhée du constipé, c'est typiquement, on l'a bourré de racécadotril ou celui que vous voulez, Thiorfan, Imodium. Et en fait, du coup, vous avez fait l'effet totalement inverse et on a un gros bouchon de fécalome. Et en fait, la diarrhée, elle est autour de ce bouchon de fécalome. Donc, on répète le TR. Il faut y penser en gériatrie à la fausse diarrhée du constipé. Une intolérance à l'augmentin. L'augmentin, ça affile la diarrhée. C'est comme ça, c'est la vie, sans forcément que ça donne de colite à Clostridium difficile. Et finalement, est-ce qu'on ne s'est pas planté de porte d'entrée? On n'est pas actif sur notre germe et ça continue. Et donc là, si on n'avait pas fait le scanner, on lui aurait refait. La coproculture devant une diarrhée d'un sujet âgé, surtout quand on a pris des antibiotiques, il faut vraiment la voir large. Et dans la coproculture, vous n'oublierez pas de demander la recherche de toxines A et B. Pourquoi est-ce qu'on demande la recherche de toxines A et B sur une coproculture? Parce que dans 3% de la population est porteur saine de Clostridium difficile. Et en fait, la prise d'antibiotiques va modifier la flore et va sélectionner les souches toxinogènes. Donc, c'est pas parce qu'à la copro, on a un clostris, il n'y a pas de toxine A et B. Ce n'est pas une colite infectieuse à Clostridium difficile, c'est une diarrhée pour une autre cause. C'est pour ça qu'on vous demande de spécifier le petit mot-clé, recherche de toxines A et B. Donc, en fait, on cherche un Clostridium qui va être symptomatique. Et il faut savoir que les sujets âgés, ils ont des grosses modifications de la flore, ils ont été exposés plus que vous et moi aux antibiotiques du fait de leur âge. Et le fait d'en réinitier un ou d'être hospitalisé peut donner la colite à Clostridium difficile. Il faut savoir y penser, il faut savoir l'évoquer. Ça récidive, en plus, ça se répète. Le traitement de première intention, c'est la vancomycine Péros. Seule indication de la vancomycine Péros, c'est 125 x 4 si ça vous intéresse. Et c'est 10 jours. Là où tous les antibiotiques, tous les traitements antibiotiques sont vus à la baisse, donc pneumopathie 7 jours, mais les études, c'est même plutôt maintenant 3-5 jours. Les infections urinaires, pareil, on n'en a pas parlé, mais les durées d'antibiotiques, des prostatites et des choses comme ça, c'est maintenant 14 jours. Et des infections urinaires chez la femme, c'est 7-10 jours.
ça reste un traitement long, hein, le Clostridium difficile, c'est 10 jours. Et on peut très bien vous faire un dossier avec un Clostridium qui récidive et il faudra penser à l'antibiogramme de votre Clostridium difficile d'adapter ou à la greffe fécale qui est très à la mode et qu'on entend parler partout dans les médias. Je vous remercie de votre attention. J'espère qu'on a fixé certaines idées. J'espère que vous ne tomberez pas dans les pièges gériatriques, ni dans les dossiers, ni dans la vraie vie. J'espère que, avant d'attacher un malade, vous penserez à moi et vous ne le ferez pas. J'espère que vous serez très nombreux à choisir cette belle spécialité qu'est la gériatrie parce qu'on a besoin de vous et nos sujets âgés ont besoin de vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. À bientôt, j'espère, sur la conf Cartésia. Et bon courage pour vos révisions.